Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement en compagnie de Alain Mignot, entrepreneur à impact social et fondateur de Weros.com. Merci, bonjour. Je sens qu'on va avoir de bonnes conversations. Ouais. Fait que, pour moi, le trigger, c'était pendant le mouvement Occupy. J'étais réalisation, médias et qu'est-ce qui se passe sur la planète. C'était vraiment... depuis 2004, je faisais ce genre de recherche-là sur les documentaires et tout ça pour essayer de m'abreuver puis de connaître qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Mais 2011, Occupy Boston, la police qui rentre puis qui tasse les tentes puis qui enlève le monde de là puis ça finit le party puis on veut pas savoir de votre révolution puis... je voyais ça, puis j'étais dans mon lit, j'avais mon téléphone, puis je regardais ça sur mon téléphone, j'étais comme, c'est incroyable la technologie, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, c'est vraiment une révélation à ce moment-là. Toi, c'était quand ton espèce de clic de passer d'entrepreneur à entrepreneur avec une conscience sociale? Après moi, c'est lorsque j'avais 12-14 ans. Ah, pas vrai? Absolument. D'ailleurs, j'ai fait toutes les lectures apocryphes de Nag Hammadi, de la Haute-Égypte, écrite en copte, hébreu, français. 3 universités ont participé justement à cette traduction de ces écritures. Et toujours, non pas à la recherche d'une vérité spirituelle, mais tout autour de cette évolution des sociétés, des croyances populaires, ainsi que pourquoi. Entre autres, bien sûr, l'Église a joué un grand rôle sur nos développements, sur les croyances, et du fait pourquoi on a autant d'enjeux aujourd'hui et toute la question économique qui tourne autour aussi des valeurs que l'on croit maintenant à... Les religions, comment ils ont maintenu un contrôle social avec leurs activités de vouloir monopoliser la diffusion d'informations, c'est vraiment quelque chose en ce moment, surtout avec la transition vers la révolution industrielle, vers la révolution de l'information, que le public doit prendre en compte puis se réveiller. Puis c'est quasiment l'équivalent de la Révolution française là, avec l'imprimerie au 16e siècle, dans le fond. Ça ressemble à ça un peu. Oui, mais j'ai comme l'impression que le Vatican, toutes ces croyances religieuses ont bien compris une chose, c'est que l'être humain est à la recherche d'un quoi que ce soit, à la recherche d'une identité. Et puis, ils ont su bien apporter. D'ailleurs, si on s'intéresse à l'histoire, il faut reculer jusqu'à Constantin. Hein? Lui qui a remanié la Bible. Ben oui. L'Évangile, le Nouveau Testament a été écrit par justement Constantin parce qu'il y a eu une lueur, parce qu'il ne croyait pas justement à cette religion et c'est sa femme qui l'a... parce qu'il a gagné ou il voyait qu'il était pour gagner la guerre, un truc comme ça. Et par la suite, il a réuni tous les grands, parce que je crois, si je ne me trompe pas, là, il y avait les soufismes, mais il y avait aussi les Ariens aussi. Les Ariens, je pense, ça avait une religion chrétienne arienne. Je pense qu'il était aussi ça là. Se peut. Puis jusqu'à la fin de ses jours, lui, Hedge His Bets, là, je fais une référence à un podcast que j'écoute souvent sur les Romains, les Byzantins. Puis justement, c'est ça, il disait que jusqu'à la fin de ses jours, lui, c'est Hedge His Bets. Il se proclamait pas pagan ou chrétien, mais en tout cas, jusqu'à ses derniers jours, il a attendu avant de se faire baptiser. L'empereur se croyait l'élu de Dieu, hein, comme le roi David. Autant il avait la responsabilité de contrôler le développement de sa société. Et Constantin a créé les premières églises, non pas pour dans le but ou dans l'ambition de donner des hosties ou venir prier. C'était comme aujourd'hui, là, nous, on se réunit, on fait des comités, quoi que ce soit. Il s'est dit, pourquoi pas faire un temple, un endroit là, où on peut réunir tous les gens, mais sur une seule pensée unique. Bon, l'Église est devenue l'Église. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait, Constantin? Il a estampé sa propre monnaie. Attendez, là. Qu'est-ce qu'il y avait à l'arrière de la tête, là? Contrôle social, c'est sûr. Contrôle social. Certain, et les gens ont resté accrochés encore. J'ai rien contre les Écritures. Ben, je m'y connais, bien sûr, mais les gens ont resté accrochés sur le Nouveau Testament. Puis, écoute, moi, j'ai lu, puis d'une Bible à l'autre, selon la version, le Jésus est né dans un endroit, dans un autre endroit, dans la crèche, dans ci, dans ça. Ben, écoutez, et lorsqu'on fait des études scientifiques par rapport à ça, ben, on constate beaucoup de vérités qui ne sont pas écrites dans les Nouveaux Testaments.
Mais justement, ce matin, je voyais ça, un article sur est-ce que les 12 apôtres étaient vrais, en fait? Est-ce que c'était seulement qu'une création, justement, probablement de Constantin? J'ai lu rapidement, là, je m'excuse, j'ai pas encore vérifié tout l'article, là, mais il y aurait cette hypothèse-là qui flotte dans l'univers virtuel à ce sujet-là. D'ailleurs, tout est mysticisme dans les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à la lettre ce qui est écrit. Pareil comme le Coran, d'ailleurs, j'ai lu le Coran, puis beaucoup d'écritures, le Sutra du Lotus, puis il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui est écrit. Bien sûr, ça a un sens profond, et puis souvent, on peut la lire, une écriture ou un livre, on peut le lire 2-3 fois, puis on n'a pas les mêmes prises de conscience qui nous viennent à l'esprit, puis on se dit, mais voyons, je l'avais lu pourtant, et pourquoi maintenant ça nous éveille quelque chose? Bon, voilà, ça a une profondeur, ces écritures. Oui, c'est l'appropriation. Dans le fond, les gouvernements s'approprient un mouvement grassroots, souvent religieux, puis s'approprient le message, voient que les gens s'associent à ce message-là, puis en profitent, s'approprient le message, puis ils veulent s'en servir pour leur fin, là, pour en profiter, pour contrôler les masses. Ben justement, avant, si je ne me trompe pas, c'est le roi Charlemagne, semblerait-il qu'avant ou pendant, il était le chef, justement, de la société ainsi que de la religion. Et il a pris des ententes avec le Vatican pour, à cet effet, segmenter les croyances populaires, si on peut faire une recherche, segmenter les croyances populaires à justement le contrôle de la société. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, la religion, c'est la religion. Le gouvernement ne se mêle pas de la religion. Ben, jusqu'à quelques années là, avant la Révolution, là, tranquille d'ailleurs. Oui, Charlemagne, lui, ça avait été le premier empereur romain d'Europe ou franc, d'après ce que je me souviens. Là, mais on peut regarder carrément, si tu veux regarder, Charlemagne, c'est le premier de l'Empire carolingien. Puis ensuite, c'est ça, l'empereur des Romains. Il a été élu par le pape Léo III, qu'on voit d'après Wikipédia. Là, ça devrait être les bonnes informations. Intéressant l'histoire. Donc toi, d'après ce que je vois présentement, c'est que tu as vraiment un point de référence. Tu as étudié pour essayer d'avoir un bon point de référence, justement pour justifier tes activités, puis justifier toi ce que tu prônes dans ta vie. C'est parce que tu as un appui tu as une vue d'ensemble de ce qui s'est passé dans l'histoire, puis aujourd'hui, tu es capable de calculer. En tant que businessman, ça doit aider. Ça. En tant qu'entrepreneur, ça doit aider d'avoir une vue d'ensemble de la société, puis de voir les évolutions, puis de voir comment ça fonctionne une société pour pouvoir faire des bons placements ou des bonnes actions pour avoir un meilleur profit. Lorsqu'on fait des projets dans l'impact social, ça peut aider, bien sûr. Mais comme l'expression que tu as dit, lorsqu'on est un businessman, souvent, c'est pas facile d'opérer et puis de laisser nos valeurs nous guider. Et ça arrivait fréquemment, vraiment mettre les valeurs de côté, puis faire le nécessaire pour faire rouler l'entreprise. Et justement, il a fallu que j'ai une prise de conscience à un moment donné. Vous savez, j'ai été dans l'immobilier pendant longtemps, et lorsqu'on se tiraille avec un locataire pour lui demander 5 $ d'augmentation, 5 $, c'est pas beaucoup, mais pour certaines personnes, c'est de l'argent, par mois, bien sûr. Et puis, on voit que le monsieur ou la madame, peu importe, elle achète quand même sa caisse de bière là, dans des quartiers défavorisés. Ben, c'est une question de choix, c'est une question de valeur. Mais pourquoi arracher le 5 $? Je dis le mot arracher parce que j'ai comme responsabilité d'augmenter les revenus, VS les hypothèques, puis VS les taux d'intérêt qui augmentent, bien sûr. On n'a pas le choix. Mais à combien de reprises là, que j'ai pris la peine de stationner ma voiture à 3-4 rues là, et puis d'avoir l'audace, pas l'audace, mais le courage de frapper à la porte et puis de dire, bon, je suis le propriétaire, gestionnaire, peu importe, je viens pour vous parler de l'augmentation. Mais voyons, 5 $ d'augmentation par mois. C'est pas que, je dénigre pas qu'il n'aurait pas dû me le donner, mais j'étais là pour 5 $. Mais mon Dieu, que j'aurais bien aimé lui laisser, puis good, tu sais quoi, are you happy, t'es heureux, oui. Continue comme ça. Mais bon, il faut augmenter les revenus. Oui, il y a un calcul à faire, je pense, depuis ces derniers jours en préparation d'aujourd'hui. J'ai visionné beaucoup de trucs sur Hydro-Québec, puis le Parti libéral, puis la gestion de la chose, le côté administratif. Il y a
soit, puis même en politique, on dirait que c'est ça les deux pôles. C'est soit que tu es un gestionnaire efficace et sans merci, ou de l'autre côté, tu es plus visé vers apprécier le public, puis les arts, puis la culture, puis promouvoir ça. On dirait qu'il y a un investissement à faire de pas nécessairement être un super gestionnaire incroyable, mais aussi de respecter justement ça, l'investissement envers la culture puis le peuple pour pas qu'il y ait de dissensions puis de conflits qui se créent. Là, c'est le même principe un peu comme pour quelqu'un qui est en immobilier puis qui doit justement aller cogner à la porte puis faire la part des choses puis voir est-ce que ça serait un bon investissement de vraiment aller rajouter un 5$ au loyer. Puis, Lorsqu'on est en politique, hein, l'indice du bonheur, là, même si... techniquement, dans certains pays, on a un indice de bonheur. Lorsque tu es politicien, bien sûr, c'est les statistiques, ce sont les sondages. Mais lorsqu'on gère une entreprise, c'est certain, même si les gens ne sont pas heureux, mais les profits sont au rendez-vous, ben, on t'acclame. Au détriment que tous les gens en soient malheureux. C'est comme un PIB dans ce sens-là, il devrait avoir un équilibre où tu as un parti politique qui est en place qui, lui, va être plus axé vers justement la justice sociale et ensuite, il devrait avoir comme un retour de l'ascenseur pour qu'un parti soit plus adapté à être un bon gérant pour qu'il y ait un équilibre à chaque 4 années ou à quelque part. Mais là, le Parti libéral est là depuis fort longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois à la démocratie participative. Parce que c'est la voix du peuple qui l'emporte. Mais la démocratie participative, elle a ses défauts. Ben, on est loin de la démocratie participative des Grecs dans le temps de Socrate puis tout ça, parce que là, aujourd'hui, c'est pas vraiment de la démocratie, c'est une démocratie capitaliste. Là. C'est loin des robes et des toges et de la graisse et des olives. Là. Avant, c'était justement la démocratie participative dans le temps de, je pense, c'est Socrate. À titre d'exemple, je pense que les gens riches ne pouvaient pas voter, si je ne me trompe pas. Et puis, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, ne serait-ce même aux États-Unis, là où on accueille des dons à coût de dizaines de millions de dollars, ben, c'est qui? Ce sont des gens riches qui veulent absolument qu'un parti, on appelle ça les PAC, absolument qu'un parti puisse passer. Et pourquoi? Ben, parce qu'ils en ont un intérêt. Donc, ce sont des gens riches, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est partout dans les médias. Les super delegates là, aux États-Unis. Voilà. Et ici, au Québec, je ne vais pas me prononcer, là, mais bon, je pense que tout le monde tire des ficelles de leur côté pour avoir un peu une tarte à leur avantage. Lorsque Étienne Chouard est venu à Montréal, c'est un professionnel de la démocratie participative en France, et puis il expliquait sur une diapositive que la Constitution elle a été mise en place justement pour protéger le peuple contre non pas la loi, mais contre les lois qui peuvent être mises en place. Ce qui était vraiment spécial d'apprendre, c'est lorsqu'il l'a dit, c'est que, bon, il a fait comprendre que dans la Constitution, premièrement, notre inaction est inscrite, elle est écrite, et que ce sont ces gens de loi qui ont écrit la Constitution. Donc, comment s'en sortir? Notre inaction, on ne peut pas imprimer notre argent, on peut pas. Il y a plein de choses que l'on ne peut pas faire. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas poursuivre un politicien pour les erreurs, pour les promesses qu'ils peuvent faire au Parlement, quoi que ce soit. Fait que ça serait ça la solution des bitcoins, dans le fond, où l'avantage de cet essor du bitcoin qui était à, je pense, 7 000 $ pour $1, ça vaut 7 000, je pense. Exactement. Bitcoin, je vérifie, là, mais depuis ce que j'ai vu, j'ai 3 semaines à peu près. Ouais, c'est ça. Ça serait ça la solution, dans le fond, pour le Bitcoin, d'au moins de redonner du pouvoir au public, puis nous éloigner de cette espèce de cul-de-sac des intérêts, surtout aux États-Unis, qui est le dollar américain. Là, Selon moi, le Bitcoin n'étant pas maintenant contrôlé, réglementé, parce qu'il fait même pas un grain de sel dans la masse monétaire de cette planète. Donc, lorsqu'il va commencer à déranger, il y a déjà eu des concepts monétaires qui ont dérangé dans l'histoire, l'argent fondant d'ailleurs. C'est que si le Bitcoin n'étant pas encore authentifié ou certifié. Certifié ou contrôlé par les États, c'est parce qu'il est un grain de sel dans la masse monétaire mondiale en ce moment. Et je disais qu'il y a déjà existé des modèles monétaires qui ont dérangé.
et qu'ils ont arrêté tout court, entre autres l'argent fondante. Un très bon concept, très beau. Ni plus ni moins, rapidement, c'est que plus que l'on gardait notre argent, plus qu'elle dévaluait, donc sur 12 mois, à chaque mois, elle perdait de la valeur. Donc, ça encourageait l'économie locale. Allez voir sur Wikipédia, mais il y a même des livres là, qui se vendent sur l'argent, ce modèle qui a déjà existé de l'argent fondant, qu'ils ont complètement enlevé du marché parce qu'il commençait à déranger vraiment. Parce que là, t'as Poutine, en tout cas, j'ai vu ça il y a quelques semaines, qui, lui, s'est prononcé carrément contre les bitcoins, puis lui, ça l'intéresse pas d'avoir cet argent-là, qui est un peu... tu sais, on n'est pas certain de comment que ça va changer les choses, mais... Puis en plus de s'appuyer toujours sur le virtuel, je sais pas si c'est une bonne chose, là, on peut peut-être rester dans le tangible, ça serait pas une mauvaise chose non plus. Ben, moi, je prône le tangible parce que, effectivement, j'ai peut-être trop lu de livres scientifiques, mais notre technologie, le jour qu'elle va nous lâcher, par peu importe quoi. Vous savez, je me souviens pas quel âge que j'avais, mais ici, en 89, il y avait eu une tempête magnétique au Québec. Et du jour au lendemain, un matin, on s'est réveillé dans le noir total et c'était, je pense qu'il faisait froid. Et on a appris qu'il y a un transfo énorme, je me souviens pas, qui est grillé. Pourquoi? Parce qu'on a eu une tempête magnétique. Donc, je me suis documenté, j'ai lu. Puis effectivement, il y a eu des tempêtes magnétiques de 25, 24 cas, je ne me souviens pas, qui n'étaient pas en direction de notre planète, effectivement, et heureusement parce que il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient brûlé. Puis, on ne l'annonce pas, mais il y a souvent, pas souvent, mais ça arrive à l'occasion qu'il y a des satellites qui grillent, justement à cause de ces tempêtes magnétiques. Et c'est pas pour rien qu'ils ont envoyé 2 satellites autour du Soleil qui s'appellent Stereo, pour justement essayer de voir on est dans quelle phase solaire pour que l'on puisse se préparer pour les prochaines choses. Donc, le jour que notre technologie va nous lâcher, on fait quoi? Moi, j'ai imprimé tous mes contacts. Je les ai mis dans mon safe parce que il y a plein de numéros de téléphone que je me souviens vraiment pas par cœur. Si petite entreprise qu'on peut être, je dis, il faut faire un plan d'urgence. Il n'y a plus de téléphone, on fait quoi? On va où? Il n'y a plus d'électricité, on fait quoi? On va où? Bon, excusez-moi, on est dans la merde. Oui, c'est la tombe technologique. Là. Il y a James Burke sur BBC qui avait fait quelque chose en 1987, qui est un documentaire que je mentionne souvent à plein de monde. C'est The Trigger Effect, si je ne me trompe pas le nom. Là. Puis c'est vraiment un très bon documentaire justement qui explique ça. C'était basé sur un fait réel. Là. Il y avait une panne d'électricité, puis les gens étaient pris dans le métro à New York. Puis qu'est-ce que tu fais? Puis c'était ça, cet exemple-là, mais là, lui peignait expliquait qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire pousser de la nourriture, il faut que tu trouves un endroit, il faut que tu ailles chercher... on ne sait même pas, on s'est creusé carrément une tombe technologique présentement. Là. On est vraiment mal outillé pour s'en sortir si justement il y a un cataclysme. Il y a des sérieux problèmes parce qu'effectivement, oui, quelqu'un qui habite dans un centre-ville, dans une tour à 50 étages, qui fait cuire sa nourriture avec un micro-ondes à tous les jours, un foyer au gaz avec la manette, il y a un problème. Parce qu'après une semaine ou 2 semaines qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus rien, je veux dire, les épiceries sont vides. Ils avaient déjà fait un documentaire, je pense, après 3 semaines, là, c'est une révolution, là, c'est la catastrophe totale. Donc, on est vraiment dépendant de cette technologie. Donc, le Bitcoin, moi, j'ai déjà fait du day trading dans ma vie. Passé 1 an, d'ailleurs, j'ai suivi mes cours en initiation au marché boursier, Day Trading Canada, puis j'ai tradé. Et c'est toute une expérience. Avoir ton argent sur une plateforme virtuelle, il ne faut pas que ça lâche. Et ça a déjà crashé. Eh boy. Ouais. Fait que, est-ce qu'on doit devenir un peu survivaliste dans notre... se préparer ou à certains niveaux d'être survivaliste, d'être débrouillard, au moins d'apprendre certaines méthodes pour... Moi, je pense que d'être débrouillard et être alerte parce que en ce moment, je ne dis pas qu'il y a peu de personnes, mais lorsqu'on parle de ces choses, les gens nous trouvent un peu soit déconnectés ou illuminés, mais on est quand même dans la 5e plus grande phase d'inspection de l'histoire, de notre histoire de la race humaine, selon les anthropologues. Mais là, on s'est dit, OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il y a déjà des peuples qui se sont auto-détruits. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Et qu'est-ce qui nous arrive? Et pendant ce temps-là, on apprend qu'il y a 80% des poissons qui sont en voie de disparition, que ça prend 200 litres d'eau pour faire une tasse de café, que la chaîne alimentaire est en train de s'inverser. En veux-tu les enjeux? Il y en a pour tout le monde. Et bizarrement,
c'est que ce système, en fait, ces enjeux qui sont présents, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas tombé du ciel comme ça. Ils se sont développés, on a participé à bousiller notre écologie carrément. À bousiller, on a participé, à y contribuer. Et maintenant, la seule et unique solution, on est trop endoctriné ou trop préoccupé par notre quotidien, les défis quotidiens, que finalement, on ne s'aperçoit pas que la solution, ben, c'est nous. C'est nous qui fait que ce système est en place et c'est nous qui fait que ce système fonctionne et roule au quotidien. Mais qui doit le dégraisser? Ben, c'est nous. C'est nous. De par notre comportement, de par notre consommation, de par nos valeurs qu'il faut remettre là, au pendule. Oui, ben on est loin des belles valeurs, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui me désolent un peu là, présentement, là, les valeurs familiales, les traditions, le retour à la terre, les idées de coopération, de communauté. C'est des choses qu'on s'éloigne un peu trop. On est tous... Ben là, je ne veux pas parler pour toi, là, mais je reste objectif. J'essaie de voir comment m'améliorer, puis justement aider à la société. Puis je me rends compte que je suis un peu trop individualiste. Puis, il me faut mon logement, il me faut mes choses à moi, mais c'est où ces valeurs-là de communauté puis de tradition familiale sont disparues? C'est certain que les valeurs ont changé et puis la société les voit d'une autre façon. Avant, lorsqu'on avait des belles valeurs, c'était bien perçu. Et maintenant, lorsqu'on a des valeurs, ben, des fois, on peut se faire voir d'une façon étrange. Tu sais, comme je me souviens pas quand est-ce que je disais ça, une personne qui demande de l'argent sur la rue, ben, si elle est en cravate, en habillé, ça marche pas. Il faut qu'il soit mal habillé, il faut qu'il soit triste, il faut qu'il ait l'air d'une tristesse pour qu'on puisse lui donner. Donc, ben, en 2008, les banquiers étaient tristes quand même. En 2008? Oui, avec le crash, puis les hedge funds, puis tout ça, ça a vraiment... c'est l'exercice capitaliste, dans le fond, c'est ça. Moi, mon interprétation, là, j'ai l'impression que c'est le capitalisme qui est un nouveau concept qu'on essaie de mettre en place, puis de voir si ça fonctionne, puis ça a survécu efficacement, probablement, jusqu'à des années 70, mais avec Nixon, il y a eu comme un... Je ne veux pas trop m'étendre là-dedans. Le Nixon, je ne connais pas trop l'époque, mais j'avais lu ou vu dans un documentaire, justement, que dans les années 70, c'est à ce moment-là que le capitalisme a commencé à perdre des plumes. Puis ce capitalisme-là, corporatif, surtout maintenant, puis ça vient impacter nos valeurs, ça vient impacter nos traditions. On est poussé à consommer, on est poussé à avoir des habitudes de vie qui sont juste pas fonctionnelles au point de vue écologique, point de vue psychologique. Les gens qui sont accros à la pharmaceutique puis les solutions des pharmaceutiques, c'est épouvantable qu'est-ce qui se passe là. Rien ne va plus. Rien ne va plus dans le système économique. C'est pas moi qui le dis, là, c'est des documentaires, ce sont à la radio des spécialistes dans l'économie. Rien ne va plus pour... L'argent, elle a été... Avant, on avait un pesant d'or. Un pesant d'or, c'est une pièce qui vaut quelque chose. On se basait au moins sur une valeur intrinsèque. Je crois que c'est Eisenhower, il a déréglementé, justement, la réserve doit être... L'argent en circulation doit être composé sur une valeur de réserve. Et puis, ça a été enlevé. Petite histoire, là, je pourrais la compter au complet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre masse monétaire, on l'appelle la digit, la masse monétaire électronique, elle est incroyablement était éclipsée de la part, justement, de ce qu'un pays peut valoir en masse, en masse de l'or. Donc, c'était le greenback, je pense que c'était ça. Il faudrait que je revérifie, mais c'était le greenback avant, justement, que le Federal Reserve arrive puis qui change beaucoup de lois, que justement, ces lois-là avaient été acceptées dans le Sénat pendant que la plupart des sénateurs étaient en vacances. Il faudrait vérifier, là, mais le greenback avant que justement le Federal Reserve arrive, qui n'est même pas une institution fédérale, là, qui a juste un nom. Combien de personnes croient que c'est une instance qui appartient au gouvernement? Exact. La réserve fédérale, d'ailleurs, quasiment tous les pays ont des réserves, si je comprends bien. Ben, ils sont contrôlés aussi par une réserve vraiment centrale qui gouverne tous ces autres réserves. Ils ne sont pas là, c'est eux autres qui créent l'argent, c'est eux autres qui la mettent dans le marché,
Mais ce n'est pas le gouvernement. Avant, le pays estampait sa propre argent. Et j'ai lu un livre sur, justement, un truc sur le fin au capitalisme, peu importe, il y avait des graphes, à savoir, avec 2 distinctions différentes, un graphique, si on avait continué à estamper notre argent, VS, aller emprunter aux banques privées, qui sont là, justement, pour taxer, puis ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pareil pour l'histoire des dettes des pays. Je sais pas, mais j'ai pas besoin d'être spécialiste en mathématiques, mais Mario Dumont, même, il y en a plein qui le disaient, techniquement, on est endetté. Il est impossible de rembourser. Oui, c'est ça. Bon. Quel créancier qui va prêter et continuer, à savoir, même s'il est impossible de repayer? Ben oui, possible de taxer à 80% pendant les 50 prochaines années, exemple. Mais oublie ça, là, c'est la révolution. Mais comment se fait-il qu'on prête encore à un pays? Bon, ben encore une fois, il y a les assurances qu'ils vont prendre. C'est quoi? Ben, ce sont les richesses d'un pays. Les richesses d'un pays, ils ont déjà essayé l'eau, les forêts, les infrastructures, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent avoir des garanties. Et là, lorsqu'on dit on va rembourser notre dette, non, entre moi et toi, là, je te prête de l'argent. C'est moi qui l'imprime. Puis tu me cours après pour me repayer. J'en veux pas de ton argent. C'est moi qui l'ai fait. Mais pourquoi tu me rembourserais? Bon, bravo, tu veux me rembourser? C'est pas l'objectif, selon moi. Ben, j'ai lu. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'endetter pour prendre, je dirais pas contrôle, mais les infrastructures ainsi que les garanties d'un pays. Oui, c'est de même que les banques se font leur argent, c'est de créer des gens dépendants des intérêts de l'argent qu'ils doivent sur crédit. Puis ça, c'est imprimer d'autres argent, c'est l'inflation. On est vraiment dans une situation épouvantable économiquement. Les États-Unis nous ont amenés là avec leur méthode je dirais peut-être pas draconienne, là, mais quasiment. Là, l'inflation, comment on fait pour régler ça? On n'est pas des économistes, là, mais c'est vraiment un problème qu'il faut comprendre, au moins de voir un peu c'est quoi, là, parce que ça impacte le marché mondial. Mais il y a moyen de faire des affaires tout en respectant la planète. J'écoutais pas, j'avais David Suzuki devant moi la semaine passée dans un congrès. Je vais te dire mon commentaire ça après. Ça doit être inspirant de voir lui, de le rencontrer. Est-ce que tu as serré la main? Non, j'ai pas. Non, il doit y avoir 1000 personnes dans cette salle. Lui, mais simplement son discours incroyable. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je l'écoutais. Et puis, j'ai dit, wow, quel grand homme. Mais il expliquait small window. On a une petite fenêtre encore, une possibilité encore de pouvoir changer les choses. Mais quoi? Mais si on y participe. Et entre parenthèses, ce que je trouvais d'étrange, c'est vraiment, on était dans un congrès, David Suzuki venait de dire, faisons attention aux animaux. Il n'a pas dit de m'arrêter de manger de la viande, mais exploitation des animaux, on sait bien, là, c'est parce qu'on en bouffe assez. Il parlait de toutes sortes de choses. Et puis, 10 minutes après, vois-tu pas notre plat qui arrive avec des gros morceaux de bœuf? Ah non! Là, je dis, j'ai rien compris. David Suzuki vient de dire ça dans son discours. Ouais. Et je m'en vais me chercher un thé avec avec un dessert, des assiettes en carton qui me semblent pas recyclables, des fourchettes, des ustensiles de plastique. Je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? T'étais rendu à Sagar? C'est quoi cette blague? Un grand congrès. David Suzuki dit de nous... En tout cas. Faudrait t'y écrire, tu pourrais y écrire, tu lui donnes tes impressions, puis il va sûrement dire « Ouais, j'avais remarqué que c'était un peu étrange, j'aurais peut-être dû parler au monde qu'il y avait là-bas avant de... » En fait, c'est pas lui qui organisait le congrès. Non, c'est sûrement pas lui. Là. Mais lorsqu'il est passé à Montréal, d'ailleurs, il voulait avoir de l'eau lorsqu'il parlait sur scène. Je sais pas si... Il a amené une bouteille? Il a amené une bouteille d'eau, puis il l'a refusé. Il dit « Amenez-moi un verre d'eau. » Ouais. Et le plastique aussi, c'est un autre... C'est un autre problème incroyable. J'ai lu, j'ai pas lu, j'ai vu sur Internet. On appelle ça une île. C'est épouvantable. Là. C'est pas juste des gros morceaux de plastique dans l'océan puis des grosses îles de je sais pas combien de kilomètres, mais c'est des microplastiques. Là, c'est épouvantable. Incroyable. J'ai sur mon Facebook une vidéo là, qui démontre là, une rivière qui ne fait que descendre avec l'eau. Il y a juste des débris de plastique. C'est incroyable. Ça se peut pas qu'on en soit rendu là. Et encore,
Ben, je me sens mal parce que moi, tantôt, il faut que j'aille faire mon lavage, mais à chaque fois que je fais mon lavage, je veux dire, j'envoie du microplastique dans l'eau, là. C'est comme le pétrole, hein. J'avais une voiture électrique, OK, sauf que je me souviens pas exactement du pourcentage, mais la consommation des voitures, le gaz qu'on met dans la voiture, ça représente peut-être 10-8% de tout ce que cette industrie pétrolière peut prendre justement pour fabriquer, ainsi de suite, plein de choses. Là, on a des espadrilles, j'ai mon tube à pâte à dents. Il y a plein de choses qui se fabriquent avec le pétrole. Fait que lorsqu'on regarde ça, bon, c'est beau, je me suis acheté une voiture électrique, mais ça contribue à quoi? Et donc, c'est là que je m'aperçois, on est-tu foutument mal pris? Donc... Ouais, c'est une tombe technologique, c'est une tombe de produits qu'on consomme qui nous tue à petit feu également. On s'est vraiment coincé c'est l'idée capitaliste, c'est l'idée de consommation. Ce que je trouve bien, c'est Rockefeller. Tu sais, d'après moi, lorsqu'il a créé ses premiers puits de forage, il ne pensait pas à ce qu'on aurait pu être aujourd'hui avec tant de pollution, et ainsi de suite. Bon, il cherchait assurément la richesse ou des profits. Mais moi, lorsque je vois une personne qui ne croit pas à son produit, au forage, plein de gens ne le croyaient pas, il s'est dit, mais pourquoi pas, je vais fournir lampe, mais vous m'achetez l'huile. C'est pas bête, il n'y avait pas d'électricité dans ce temps. Wow! Quel entrepreneur! Pour moi, wow, quel entrepreneur! Mais ce que cela est devenu, c'est autre chose. Et comment est-ce qu'on a exploité, comment est-ce qu'on a... Il y a plein de façons de faire des produits, fabriquer des produits, à part que le pétrole. Et ce soit dans n'importe quoi, ce soit dans l'alimentation aussi. Lorsqu'on parle de l'huile de palme, on peut remplacer l'huile de palme. C'est ce qu'il y a de moins cher, l'huile de palme. Moi, je suis allé en Indonésie. Je suis allé à Singapour. J'ai vu les nuages. J'ai vu la fumée. Incroyable, là. Incroyable. Et pour l'huile de palme. Et je sais, mon petit pot, là, à chaque fois que... Très peu, mais à chaque fois que j'achète du Nutella, j'essaie de chercher sans l'huile de palme ou autre chose. Mais devine, c'est quasiment impossible. Impossible d'acheter quelque chose qui ne contient pas cette foutue d'huile de palme. Mais ça, est-ce que tu crois en ça, l'action citoyen dans le sens de le pouvoir d'achat qui devient un vote démocratique? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que c'est quelque chose toi, que tu prônes? Ou est-ce que... Je parlais avec quelqu'un justement au podcast, Philippe Quentin, lui, il me croyait pas là-dessus que le vote démocratique pouvait être se traduire dans le pouvoir d'achat, genre que moi, si je veux pas promouvoir un certain produit vu certains impacts sur l'écologie ou l'environnement, ben c'est de pas acheter ce produit-là. Est-ce que je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose Je suis 100% d'accord. Le jour qu'on va détester les Big Mac chez McDonald's, ils vont appeler ça autrement, puis ils vont faire une autre sauce. Ils sont là pour faire des profits et ils sont là pour être à l'écoute de leurs consommateurs. On aurait beau critiquer tout ce qui se produit, mais je me mets à la place dans les souliers d'un chef d'entreprise, il y a des critiques, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de profits sur le produit. Donc, il y a des gens qui consomment ce produit et qui s'en balancent. Donc, le jour là où les gens vont être unifiés sur une même idée, à savoir, on boycotte un produit. Pourquoi? Parce que c'est tellement néfaste et qu'à tel point que ça dérange les ventes, un chef d'entreprise, il va dire, OK, on va faire autre chose, puis on va le rendre plus clean, plus sain ou plus... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Oui, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat qui détermine ça. Mais l'entrepreneur, à ce niveau-là, à cette échelle-là multinationale, va pas avoir une prise de conscience un jour où il va dire non, maintenant on s'en va vers le vert ou on s'en va vers des trucs écologiques. Il attend vraiment que le consommateur en masse ait déterminé le futur de cette entreprise-là par son action d'achat. Il y a des mouvements citoyens tels que je salue d'ailleurs, e-boycott en France, que je connais. Et e-boycott, Evan est allé a dénoncé justement les évasions fiscales de Starbucks. Et ils se sont mis à la porte de plusieurs Starbucks. Et chaque client qui sortait, il les sensibilisait. Saviez-vous que Starbucks, avec notre produit que l'on consomme, envoie leurs profits à l'extérieur? Et vous savez quoi? Starbucks a appelé. Ils les ont appelés. Ils ont beaucoup d'impact à ce niveau-là parce qu'ils sont vraiment en terrain, ils sensibilisent. Et Starbucks,
Je dis pas là, qu'ils ont changé leur direction de leur avoir. Là. Assurément qu'ils ont pallié à quelque chose mais ils ont réagi. Donc, je pense que... Ben, ça s'est retrouvé dans les médias. Dans le fond, il y a dû avoir des articles, des reportages qui ont été faits à ce sujet-là. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on parvient à briser la conscience populaire, puis de se retrouver dans la conscience populaire à travers les médias, puis d'accéder aux médias, qu'il y a vraiment... Ça attire de plus en plus. C'est ça qui est difficile, c'est de se rendre à ce média principal-là qui est contrôlé par les grosses corporations qui décident de quel reportage diffuser, puis qu'est-ce qu'ils font leur affaire. Bien sûr. Ici au Québec, on a des belles histoires. Là, anciennement, tu as Pelado, puis de l'autre côté qui est la presse, Mulroney, son enfant est marié avec... pas Mulroney des Marais, son enfant ou sa fille est mariée avec le fils de Jean Chrétien. Ah, bon. Et finalement, c'était lui l'avocat lorsqu'il y avait la crise dans la presse, puis... Bah. C'est du copinage, comme il appelle, c'est ça le bon mot. Est-ce que tu voudrais en parler de e-boycott? Est-ce que c'est e-boycott.org? .org, absolument. OK, ben allez voir ça, e-boycott.org, pour ceux qui veulent peut-être voir c'était quoi l'histoire à propos de... Ce qui arrive, c'est qu'en France, le boycott n'étant pas très, très connu, puis semblerait-il que boycotter peut avoir une connotation illégale. Ah ouais. Oui, c'est marqué dans leur règlement, mais lorsque c'est un boycott pour améliorer les choses, bien sûr, et non pas pour d'une façon destructive, c'est correct, c'est toléré. Ils sensibilisent les gens, justement, à des produits qu'ils ne doivent pas consommer et ils mettent en place des solutions, mais pourquoi pas, ainsi de suite. Et puis, c'est très bien. J'aime bien e-boycott. C'est comme tantôt on parlait des Byzantins de Rome, mais il y a des mots justement comme boycott qui étaient péjoratifs en France, mais il y a aussi comment que les Romains, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils élisaient un dictateur, puis le mot dictateur avant, je crois que c'était pas péjoratif, c'était un mot pour représenter celui qui allait défendre les droits des Romains pour aller combattre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est bien ce que tu mentionnes. Parce que lorsqu'on regarde l'écriture de la langue française, de l'hébreu au français, mon Dieu, il y a plein de mots. Lorsqu'on prend un mot, ça représente autre chose en hébreu. L'Apocalypse, Marie, je suis, Jésus, whatever. C'est super intéressant. Ah ouais. Absolument, super intéressant. Nos mots, notre langue est composée du latin, l'hébreu, puis, bien sûr. Ah, c'est fascinant l'histoire. Bien sûr. J'invite tout le monde à toujours aller s'informer. Puis on est dans une époque incroyable de YouTube avec des documentaires à pelleter qui peuvent nous enrichir intellectuellement puis aider à la société. C'est le point de départ, dans le fond, pour s'enrichir puis se réaliser et réaliser ce qui se passe dans notre société. Notre société est bâtie sur l'histoire, sur les croyances. Lorsqu'on regarde un billet de $, c'est une promesse monétaire, c'est une promesse de valeur. Du jour au lendemain, le pays tombe en difficulté, faillite, la devise tombe. On se pose la question pourquoi. On pensait d'avoir X nombre de milliers de dollars dans le compte de banque, finalement, est dévalué. Ton $1 qui est inscrit dessus, il ne vaut plus $1, hein? On ne comprend pas. Ben oui. Mais lorsqu'on regarde, toute l'histoire est basée sur, justement, les sociétés, est basée sur l'histoire. Tu sais, le fameux vendredi 13, hein? Combien de personnes qui connaissent pas l'histoire des Templiers, qui ont été arrêtés le vendredi 13 et pourquoi le roi avait emprunté de l'argent aux Templiers. Une belle histoire, vendredi 13. Maintenant, il ne faut pas passer en dessous d'une échelle. Hein? Lui, dans le fond, devait de l'argent aux Templiers, puis il s'est dit, je vais juste les assassiner puis les éradiquer, comme ça, j'aurai pas de dette par la suite. Je pense que lui était mort pas longtemps après aussi. Je pense qu'il y avait eu l'histoire, je sais pas si c'est romancé, mais on dit que ce roi-là était mort après parce qu'un des Templiers l'avait damné ou il l'avait condamné. Je ne me souviens pas exactement. Je pense que c'est ça qui s'était passé. Pareil pour notre drapeau du Québec, la fleur de lys. Mon Dieu, ça date de loin, là. La fleur de lys, c'est le 21 janvier. À quelle année que 21 janvier 1900... La première fois qu'on l'a vu, on va aller voir ça. Et le 21 janvier étant justement la journée que Louis XVI a été décapité, qui a crié, puis étant 21 janvier 1948, que nous avons adopté le drapeau du Québec. En fait, c'est le fleur de lys.
le lys représente la royauté, représente le 21 janvier, puis bizarrement, assurément qu'il n'y a pas de hasard, le 21 janvier, c'est la décapitation de Louis XVI, Marie-Antoinette, ainsi de suite. Donc, les Français, eux autres, sont pas trop, ils utilisent pas trop le mot boycott, mais là, on va peut-être embarquer un peu dans We Rose, mais est-ce qu'il y a des utilisateurs de We Rose qui sont situés en Europe? Est-ce que c'est des gens qui ont adopté le format qui sont français? Absolument. Avant que la coalition Peuple allumé fasse la campagne sur les trop-perçus d'Hydro-Québec, les utilisateurs en plus grand nombre étant les Français. Ils ont une bonne conscience. Hein? Les Français sont quand même en avance un peu, même pour tout ce qui est des les pesticides puis tout ça. Eux autres étaient vraiment alertes et conscients les répercussions de ça. Là. Pesticides, tous les champs électromagnétiques, il y a plein de choses qui sont réglementées VS, ce que nous n'avons pas ici. Par contre, on a une équipe présentement à Paris et puis ils sont vraiment plus activistes, militantistes que nous ici, bien sûr. Ça brasse là-bas, hein, ça brasse, mais on dirait que ça ne change pas, mais ça brasse. Moi, je leur ai dit, je dis toujours à mon équipe, s'il fallait tout ce que vous faites, on le fait ici, que nous le faisions ici au Québec, ben on fait sauter la place, exemple. Les Allemands sont en avance sur les technologies solaires, puis l'éolienne, puis tout ça, tout ce qui est énergie renouvelable, eux autres sont en avance d'une quinzaine d'années déjà. C'est des leaders sur la planète. Là. Ben oui, on a une équipe en France et puis ça fonctionne très bien. Et les Français sont beaucoup plus activistes. Je dirais que nous ici, les Québécois, puis assurément pour le restant du Canada, on est des pays qui sont quand même assez jeunes. Ils ont des problèmes un peu, par contre, avec le nucléaire. Là, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le nucléaire? Là? On est chanceux ici au Québec avec l'hydroélectricité quand même, là, avec les ressources naturelles qui nous ont permis de mettre en place l'hydroélectricité. Puis Hydro-Québec, qui, aux dernières nouvelles, serait une institution qui appartient au peuple. Là, mais là, c'est à débattre. Là. C'est à débattre. Ouais. Mais en fait, l'histoire des trop-perçus, telle que je disais à Mario Dumont, c'est une histoire qui perdure dans les médias, ça fait plusieurs années. Et puis finalement, je dis, mais pourquoi pas? Le recours collectif va faire justement en sorte de mettre en lumière ce à quoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les trop-perçus. Mais si c'était véritablement une société d'État, est-ce qu'il y aurait eu autant de problèmes à aller rechercher cet argent-là? Ou est-ce qu'il y aurait eu ce problème-là des compteurs électroniques dès le départ? Est-ce qu'il y aurait eu... Moi, je pense que les gens qui ont adhéré au recours collectif, en fait, ce que les gens veulent, c'est que justice soit faite. Et c'est un cumul de plusieurs événements de notre histoire, bien sûr, hein, de notre gouvernance, à savoir, assez, c'est assez. Et c'est ça que les gens, d'après moi, ont plus comme émotion forte. Vous savez, il y a des gens qui me disent, 300 quelques dollars de frais de remboursement, c'est une chose, mais ils le font pourquoi? Pour avoir justice. Pour avoir gain de cause. Parce que lorsqu'un ministre dit à la Chambre des communes que ce mécanisme va cesser et que oui, nous allons rembourser les citoyennes, il n'a pas dit comment, bien sûr, mais il a dit. Donc, on ne peut pas prendre ces extraits et son dire parce qu'il était au Parlement, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas poursuivre. Même, il pourrait promettre n'importe quoi, mais il n'est pas obligé de s'engager parce qu'il est au Parlement. Donc, ça, c'est une chose. S'il était à l'extérieur, c'est autre chose, mais... Donc, ce sont des promesses. Mais il a quand même dit qu'il était pour rembourser. Donc, tous ces facteurs ou toutes ces allégations faits, me semble, moi, si tu me dis que tu vas me rembourser, que finalement, après, tu ne me rembourses pas, ils ont mis un mécanisme en place par la suite. Mais comme la partie adverse, la CAQ, la députée de Saint-Hyacinthe, puis il y en a plusieurs, Mme Roy aussi, disait à la Chambre des communes, OK, mais de 2008 à 2014, là, vous faites quoi avec ce remboursement? Là? Il y a eu des trop-perçus. À partir de 2014, ils ont mis une loi en place et ils ont pris l'argent. Et ils l'ont mis dans les coffres de l'État, soi-disant que lorsque nous allons atteindre l'équilibre budgétaire, ceci étant pour être remboursé. Et cela fait 2 ans que l'équilibre budgétaire est toujours sans remboursement.
Et là, il y a plein de choses qui stipulent, qui vagabondent ou qui gravitent autour. C'est-tu des trop perçus? C'est-tu ci? J'ai-tu payé pour rien? Justement, le recours collectif va mettre en lumière tous ces aspects d'une façon pointue. Comment est-ce qu'ils ont fait et de quelle façon? Pour mettre en contexte, si jamais les gens voudraient aller voir la vidéo qui explique justement cette situation-là, vous pouvez aller sur le site de YouTube de We Rose. Et s'il te plaît, allez cliquer sur Subscribe, inscrivez-vous. C'est un vote démocratique à quelque part, là. Le contenu d'information que vous appréciez, allez cliquer sur Subscribe ou inscrivez-vous en bon français. En tous les cas, c'est sur YouTube pour toute l'explication de ce qui se passe en ce moment. C'est très bien fait. Lorsque la Chambre des communes, les partis se tiraillent d'un côté, il est trop perçu, quand vous allez rembourser, je crois qu'il est très important de mettre en lumière cette chose. Est-ce que si tu connais pas trop ce que Richard Lehir fait, puis tout ça, on n'a pas besoin de plonger là-dedans, mais dans mes recherches en vue d'aujourd'hui, je connaissais ce que Richard Lehir faisait avec la dépossession tranquille, son livre qu'il a écrit. Puis il y a quelque chose que lui mentionne que j'ai demandé, j'essaie d'avoir des informations et des réponses auprès d'un avocat que j'ai contacté ce matin rapidement, mais j'ai pas eu la réponse, là. Mais lui, ce qu'il présentait dans son livre, c'était que Hydro-Québec, en 2009, avait acheté Énergie Nouveau-Brunswick. Puis ça avait causé je sais pas comment l'expliquer, mais mettait Hydro-Québec dans une situation où Hydro-Québec devenait redevant au fédéral et à des intérêts privés. Je sais pas à quel niveau ça vient jouer avec la situation actuelle de Hydro-Québec qu'on se sert de Hydro-Québec puis que pour justement créer des surplus d'argent que le gouvernement peut s'accaparer. Là. Je ne sais pas à quel niveau ça vient jouer là-dedans. Là. Je ne pourrais pas... en tout cas, c'est intéressant, Richard. Je vais aller consulter, bien sûr. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que Thierry Vandal, ouais. Du temps qu'il était président d'Hydro-Québec, ben maintenant, ce monsieur se retrouve dans les Paradise Papers. Ah, ouais. Si on va sur le site Paradise Papers, il y a une controverse à ce niveau-là. Bon, je ne dis pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais inquiétant. Ben, tout à fait. Puis Brian Mulroney aussi qui est là-dedans, puis Trudeau, puis ça, c'est tout du monde qui était associé à Paul Desmarais. Puis dans le fond, moi, ce que Richard Lehir proposait dans son livre avec l'histoire de Énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec, c'était justement ça, c'est qu'à l'arrière-plan, tu avais les grands maîtres qui tiraient les ficelles, puis ça serait, d'après ce qu'il dit, c'est Paul Desmarais, SNC-Lavalin, si je me trompe pas. Fait qu'il y a des manigances en haut de tout ça, en haut de tout le capitalisme corporatif, t'as toujours ceux qui tirent les ficelles, puis sont vraiment les multimilliardaires qui ont l'argent pour justement déterminer nos futurs. Une autre source intéressante, c'est le blog de M. Michel Morin, le journaliste, qui a mis en lumière, puis même qui a crié, d'après moi, le premier son de cloche, l'alerte, en ce qui concerne les surplus d'Hydro-Québec. Michel Morin, tu me dis? Oui. Excuse-moi, je suis encore en train de chercher Thierry Vandal avec les Paradise Papers. Michel Morin, journaliste indépendant. C'est bien lui. Exact. Hydro-Québec, si on clique sur Hydro-Québec, probablement. Morinmichel.info pour ceux qui veulent aller vérifier. Donc, tu auras un lien Hydro-Québec. Caisse de dépôt, train électrique. Caisse de dépôt, train électrique. Allez lire, c'est quand même le train de la caisse. Ben je vais aller vérifier. Je connaissais pas Michel Morin, je vais certainement aller voir, ça a l'air intéressant. Il était à notre premier événement avec la coalition. Il a présenté, puis il a parlé justement de l'histoire des C'est trop perçu parce que c'est l'une des personnes, ou la personne, qui avait fait un documentaire, soi-disant, expliquant les trop perçus. Et ça, c'est il y a quelques années. Là. OK, lui est carrément le précurseur à l'éveil par rapport à ça. Oui. Ouais. OK, bon, je vais aller absolument voir ça. Donc après, par la suite, toi, c'est ça qui t'a amené. Est-ce que We Rose, à ce moment-là, existait ou...
En fait, We Rose est une prise de conscience depuis X nombre d'années. Et à un moment donné, j'étais dans un hamac à Cancun et je me disais, Malin. Qu'est-ce que tu fais à Cancun? Non. Quand vas-tu t'arrêter? Quand vas-tu t'arrêter? Moi qui ai des valeurs anthropologiques, bon, j'aime bien l'anthropologie, puis l'histoire de la société, les civilisations, beaucoup plus conscient qu'autre chose. Donc, j'étais dans mon hamac, puis je me disais, mais quand vas-tu arrêter? Donc, à partir de ce moment-là, lorsque je suis arrivé après ça à mon bureau, je me suis ouvert un autre bureau à mon bureau, totalement différent parce que je changeais comme si je changeais d'espadrille lorsque je rentrais dans l'autre. Et là, je me souviens, j'étais étendu, la tête sur mon bureau, les deux bras allongés. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Et pourquoi? Parce que courir après, je dis pas l'argent, mais le succès d'une façon effrénée, sans arrêt, pour s'essouffler soi-même, mais ça donne quoi? Ça donne rien. Oui, j'ai conduit des belles voitures, j'ai probablement eu beaucoup de choses que j'ai désirées dans cette vie, mais rapidement, je me suis aperçu, ça me fait penser à Freud, là, un orgasme, c'est quoi? C'est un désir, puis après ça, il s'estompe. Ben, toute chose que j'ai voulu acquérir par défi dans une société de consommation, à un moment donné, ben, OK, je l'ai, et puis tu fais quoi? Next, next, next. Donc, cette prise de conscience, je l'ai eue quand même assez jeune. Et là, j'étais à mon bureau, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, We Rose, au début, était vraiment un projet embryonnaire. Je ne savais pas si j'étais pour chanter une chanson, écrire un livre ou une pièce de théâtre. Et je me disais, comment faire pour, justement, sensibiliser un maximum de personnes? Il n'y a pas de cachette, les réseaux sociaux, la voix de l'Internet nous permet de faire toutes ces choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, j'ai pris une direction à savoir, ça va être un projet web. Quoi, comment, aucune idée. Après, j'ai contacté l'école, l'université l'université à Chicoutimi, l'UQAC, la chaire en éco-conseil. J'ai parlé à M. Villeneuve et puis je leur disais, j'aimerais ça faire un site qui demande aux citoyens de s'engager pour le développement durable. À l'effet, pourquoi? C'est pas que je reproche, mais le développement durable est très bien pratiqué dans les entreprises. Ils ont des programmes, ainsi de suite. Mais par contre, à notre domicile, moi, je m'apercevais, là, on fait des sandwichs pour mon fils parce qu'il allait à l'école. Il va toujours. Mais on mettait ça dans les sacs de plastique Ziploc, puis à la fin, on jette. À même titre, une fois, je suis allé chez Wendy's parce qu'il voulait aller au Wendy's. Et puis, bon, je regarde le menu, j'aime pas trop grand-chose sauf la salade. Mais après, j'ai mon plateau de salade, j'ouvre le truc de plastique, je m'aperçois, c'est un truc de plastique, mes fourchettes sont dans du plastique, mes croûtons sont dans du plastique, la crème sure dans du plastique, tout est dans du plastique. Et lorsque j'ai fini, je ramasse toujours, j'ai fait une belle montagne de ça, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, incroyable. Je sais combien de temps ça prend. C'est pas biodégradable. Pour le peu, parce que, un, j'étais pressé. Deux, je voulais bien paraître, parce que je suis chez Wendy, il fallait pas que je me tape un burger ou peu importe. Toute la pollution. Donc, je me disais, mais pourquoi pas faire un site en demandant aux gens de s'engager à faire des actions en ce qui concerne le développement durable, mais pour le domicile, à ton quotidien. Et rapidement, j'ai travaillé avec une stagiaire de l'université. On a mis en place Ça me fait rire parce qu'elle étudiait en développement durable. Puis il y a des choses que je ne connaissais pas. Puis elle m'apportait des exemples. Tu veux te faire des guenilles, il faut que tu prennes tes vieux draps. Des choses que je ne suis pas habitué. Genre, c'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça. OK. Et on a programmé un site. Et rendu à 80% de la programmation, on a fait des tests. Et puis, non pas des tests au point de vue technologique, mais non, Alain. Qui va faire en sorte de faire un geste sans que quelqu'un te voie le faire, parce qu'il faut du mérite. Hein? Donc, rapidement, le projet était voué non pas à l'échec, mais à la poubelle. Pourquoi? Parce que demander des engagements aux gens, d'une part, sans unifier les gens, c'est pas facile. Donc, rapidement,
À partir de ce moment-là, je suis allé voir des grosses boîtes à Montréal. Et c'est là que je me suis aventuré, non seulement dans les grosses dépenses, là, mais dans les études de tout genre. À titre d'exemple, lorsqu'on aide une personne, vraiment, est-ce qu'on apporte un acte altruiste ou on commet un acte égoïste? Ça parce qu'on voudrait avoir quelque chose en retour? Parce que ça nous fait du bien d'aider. Okay. Ça nous fait du bien d'aider. Et moi, lorsque je vois le jeune qui sonnait à ma maison pour me vendre une palette de chocolat, ben bien sûr, je lui achetais le maximum, même si mon intention n'étant pas de les manger. Mon intention était de l'encourager. Pourquoi? Parce que ça me faisait du bien. C'est le complexe du sauveur. Parce que, oui, parce que j'ai déjà fait la même job que lui. Ouais. Et moi, je me souviens comment est-ce que c'était, je ne vais pas dire le mot, mais humiliant, gênant, d'aller cogner, puis combien de personnes qui t'ouvrent pas, qui te disent non, puis c'est bon. Donc, on a fait toutes sortes d'études comme ça, à savoir si c'est égoïste ou altruiste, même dans certaines études qui ont déjà été écrites, aussi bizarrement, rapidement, il y a une étude qui a été faite. Ce sont des gens qui sont convoqués, des prêtres, et en entrevue. Et dans l'expérience, il y avait 2 endroits pour faire justement cette entrevue. D'une part, dans un local, et de l'autre côté de la rue, la prochaine entrevue, la suite de la première. Ils ont demandé aux prêtres, à 10 prêtres, je pense, ils ont demandé, mais pourquoi que vous êtes prêtre? Soi-disant parce qu'ils veulent aider les gens, l'altruisme, l'amour, ou peu importe, aider son prochain. Et là, lorsque ils étaient rendus à 2 minutes expirées de l'entrevue, l'acteur, il disait, ah, monsieur le curé, là, peu importe, vous êtes en retard, donc c'est de l'autre côté, il faut traverser rapidement. Ils ont mis un mendiant à la porte, à l'extérieur, et 8 prêtres sur 10 ont passé par-dessus le mendiant. Donc, mais eux, ils veulent juste l'espèce de grosse couronne en or du pape, là, éventuellement. Mais sans parler de leur intérêt ou ambition, comment se fait-il qu'ils viennent de dire cette chose? C'est du marketing, on s'entend. Et qu'ils font le contraire quelque temps, seconde après. Et c'est tout ça que nous avons étudié. Parce qu'il y a des bons livres qui parlent des effets de bascule, puis le même, c'est, il y a des pouls génétiques dans la société et il y a des comportements archétypaux dans la société. Et moi, ça m'a même pas fait peur, mais je me disais, my God, tout ce qu'on achète, c'est pas parce qu'on veut l'acheter, c'est parce qu'ils savent qu'on va l'acheter. Parce que les 12 comportements archétypaux, vous savez, tels que Harley Davidson, Nike, c'est le héros et le rebelle, mais probablement plus le héros. Le héros, puis toutes les annonces de Nike sont composées pour aller chercher le héros qui est en toi. Créer un attachement émotionnel à un produit inanimé pour... Donc, on a fait toutes sortes d'études. Ça, c'est Edward Bernays, si jamais il y a des gens qui veulent aller voir ça, l'évolution, l'apparition justement des comportements d'achat et la dépendance à vouloir acheter. C'est Edward Bernays qui est, en fait, c'est le neveu de Freud, je pense. Je sais pas, allons voir. Ouais, allons voir. Edward Bernays, qui, lui, était le précurseur de tout ça, l'invention justement de la consommation puis de l'attachement émotionnel à des produits. Je veux dire, c'est lui qui a mis un clou à les méthodes ou les habitudes victoriennes de juste s'habituer à toujours porter le même vêtement. Puis lui a dit non, faut toujours s'acheter de nouveaux vêtements. Fait que, allez voir ça. Edward Bernays, il y a plein de documentaires sur YouTube que vous pouvez vous informer. Et après, bien sûr, on est passé dans différentes boîtes d'expérience UX. Tout un phénomène, toute une expérience aussi, à savoir la reconnaissance cognitive. Lorsqu'on met les yeux sur un truc sur Internet, mais pourquoi à droite, pourquoi pas à gauche, ainsi de suite. Pourquoi les couleurs, pourquoi les coins des boutons sont ronds au lieu d'être carrés. Toutes sortes de choses comme ça. Donc, le projet a avancé au fur et à mesure. Et puis, nous avons mis en ligne, il y a au public, je pense que c'est janvier de cette année, donc 2017. Ça, c'est vraiment à la 50 000 pieds de survol parce que ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet. 5 années. 5 années.
c'est de mettre en place tout ce que toi, tu as appris à travers ta carrière, puis de l'utiliser pour vraiment contribuer à la société à quelque part. Toi, ça te donne... ça t'apporte une satisfaction. Oui, en fait, je l'ai fait parce que je viens de Saint-Henri. Je dis toujours, pareil comme en conférence, je dis toujours aux gens, je suis né dans une ruelle, dans une poubelle à Saint-Henri. Et pourquoi je dis ça? C'est simplement pour démontrer l'extrême pauvreté que l'on vivait. Oui, j'en ai mangé des patates frites. Oui, j'ai expérimenté le sociofinancement assez jeune. Je me mettais sur le coin de la rue, puis les gens me donnaient 10 cents pour, justement, pour que je puisse acheter une livre de ballonné pour qu'on puisse manger à la maison. Donc, tout ça fait en sorte que, en plus, un enfant Teflon, à l'école, je n'étais pas tranquille, là. Je voulais savoir le pourquoi du pourquoi. Puis lorsque le professeur ne m'apportait pas la réponse, ben, moi, je ne me satisfais pas de ton programme. Je veux savoir le pourquoi de ton programme, genre. Toutes les questions existentielles. Et rapidement, j'avais... bon, là, je suis parti sur mon enfance, là. Non, mais c'est beau, Saint-Henri. Moi, j'ai des beaux souvenirs d'aller visiter mes grands-parents. Mon père vient de là. Fait que Saint-Henri, c'est un peu classe ouvrière. C'est des édifices. Allez voir des photos de Saint-Henri sur Internet, là. Mais c'est des maisons qui sont vraiment collées une à l'autre, puis des grands escaliers qui montent jusqu'au 3e. Puis, c'est au pied de Westmount, Verdun aussi. Hein, lorsqu'on étudie l'histoire, les Anglais étaient en haut, les chefs d'entreprise, et puis les ouvriers étaient en bas. Mais dans les années 70, maintenant, Saint-Henri, ça s'est développé, ça dépend quel secteur, mais beaucoup de secteurs se sont développés. Mais dans les années 70, c'était d'une extrême pauvreté, Saint-Henri. Et tu faisais quoi pour aller étudier? Est-ce que à cette époque-là, tu allais étudier où? J'allais à la polyvalente Saint-Henri. Et puis déjà à la polyvalente Saint-Henri, je m'apercevais qu'il y avait des problèmes. Il y avait un problème de racisme. Et puis, il était fréquent d'avoir la police qui attendait la sortie à 3 heures, je ne me souviens pas, des étudiants. Pourquoi? Parce que tous les immigrants, il y a déjà un immigrant qui s'est fait poignarder à Saint-Henri dans le métro. Il est sorti de l'école, puis il y a des gens qui l'ont suivi, puis il y avait souvent des émeutes. Et pourquoi? Parce que c'était, je ne sais pas si c'est encore comme ça, je ne penserais pas, mais c'était dans le temps écoutez, on était en classe et puis il y avait beaucoup d'immigrants VS le nombre de Québécois. Et tant qu'à moi, j'ai toujours eu des amis dans ce temps-là, je me souviens très bien, j'avais Troubachin, Kirivut, des Vietnamiens, des Chinois, puis ainsi de suite. Ils étaient vraiment disciplinés, sages, VS les autres. Donc, histoire courte, Saint-Henri. Après Saint-Henri, je n'ai pas fait longtemps Saint-Henri, par contre, je suis revenu. Je crois que j'avais 6 ans, j'ai été placé dans des foyers d'accueil. Donc, j'ai eu l'occasion, je dis toujours l'occasion, mais après je me répète, je ne sais pas si on appelle ça une occasion, mais j'ai fait un passage dans les collèges avec les sœurs. Vous savez, les sœurs avec des gros chapeaux. Là. Ouais. J'ai eu cette expérience. Et puis, je crois que c'est 1 an, 2 ans avec les sœurs. Après ça, on m'a trouvé une famille d'accueil. OK. Après ça, on m'a trouvé, c'est ça, une famille d'accueil que j'ai resté, je me souviens plus, peut-être 3 ans, 4 ans. À l'âge de 15 ans, je sais là, que j'étais plus en foyer d'accueil. À l'âge de 15 ans, j'étais avec ma mère. Je pense que je suis retourné avec mes parents, ma mère, parce qu'ils étaient divorcés. À l'âge de 13 ans, 2 ans avec. Et à 15 ans, je lui ai dit, vous savez quoi, tes problèmes, j'en veux plus, parce que c'était la pauvreté, c'était le party, puis c'était dysfonctionnel. Là. Je le voyais très bien. Ben, j'ai dit à 15 ans, je lève les claques. Et puis, c'est pour ça, dans l'une de mes présentations, je fais bye-bye à 15 ans, je m'en vais. Je suis parti avec mon grand frère en appartement. Et lui, il était vraiment sur le party. Moi, je travaillais. Dans ce temps-là, je travaillais à 3,54 $ à l'heure à l'aubainerie Croteau. Ça me prenait, je pense, pas combien de journées de travail pour avoir une bonne épicerie. Et puis... T'étais-tu resté dans Saint-Henri ou t'étais rendu où à ce moment-là avec ton frère? J'étais rendu sur le plateau. Pourquoi? Parce que, il y a une raison, c'est que je voulais vraiment changer de quartier parce que je voulais plus traîner dans cette pauvreté puis dans ces anciennes relations. Écoutez, si je me trompe pas, Stéphane Carrière, c'est un ami qui venait coucher à la maison. On était jeunes, on a eu du plaisir ensemble. Ben, Stéphane, il a déjà été le chef des Bandidos, là. C'est OK. Donc, il était très important pour moi de changer de quartier.
Donc, j'ai changé carrément de quartier. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé sur le plateau Mont-Royal. Et rapidement, ma mère, elle avait un ami. C'est un Français. Et ce Français, moi et mon frère, on est allés habiter avec. Et c'est ça, l'histoire du plateau. Et ce Français, je peux pas parler sans penser à lui. Pourquoi? Parce que... Ils s'affirment un peu plus, les Français, que les Québécois. Hein? Je sais pas si c'est là que tu veux en venir. Non, c'est qu'il y avait... il m'a introduit à la spiritualité. Et c'est grâce à lui... Il était hyper plate, mais il était toujours en méditation. C'est le genre de personne, là, je dis, t'ennuies pas toute seule, Michel? Il dit, je suis pas seul, Alain. Et là, tu as 14 ans, tu regardes autour, 15 ans, il n'y a personne ici, là. Ouais, c'est quoi son trip? Mais c'est à partir de là que j'ai lu tous les livres de Dr. Aimé Fox, Edward Murphy. J'ai tout lu, la visualisation créatrice, les écritures apocryphes. Je me suis lancé dans l'inconscient, les outils intérieurs avec lesquels on doit travailler, toutes sortes de recherches. C'est une quête spirituelle, dans le fond. Tu as utilisé ça pour te sortir de ton mindset de l'époque qui était, tu sors d'une situation difficile, tu étais à Saint-Henri, tu te retrouvais avec des sœurs, là tu veux sortir de là, tu veux avoir le bon mindset pour pouvoir évoluer dans la société, évoluer toi-même, puis là tu trouves la spiritualité. Je pense que tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais et la façon provient d'une inspiration qui est une intuition, si on peut appeler ça, bon, c'est plus qu'une intuition, provient de quelque chose. Puis effectivement, lorsqu'on est jeune, puis on vient d'une famille vraiment défavorisée, on se pose mille et une questions. Pourquoi, je suis là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es né dans cette famille? Hein? Et pourquoi à cet endroit? Pourquoi c'est si dysfonctionnel? Donc, tu prends conscience de ton entourage et de la misère assez rapidement. Écoute, j'avais 14 ans et j'avais lu un livre. Ma mère, elle pleurait encore à tous les soirs parce qu'elle a rencontré un facteur qui est venu livrer la poste, puis elle est tombée amoureuse de lui, imagine. Et là, je lui ai sorti un bout de papier avec une phrase. Et là, j'ai dit, tu vas répéter ça matin et soir. Une cure. Fait que ta mère, ça a été ton premier, la première personne qui était... Ma mère, ça a été mon premier cobaye. Ouais, c'est ça. Parce que, au-delà de ça, c'est que je la voyais pleurer dans le salon. Elle me disait, va me chercher une débarbouillette d'eau chaude. Et là, je la regardais, elle pleure pourquoi? Quand t'es enfant, hein, tu fais mal à quelqu'un, bobo, ça fait mal, mais il n'y a personne autour, bordel. Mais qui lui a fait mal? Et là, je me suis dit rapidement, j'ai compris, ça se passe entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles. Et comment se fait-il qu'une personne passe d'une humeur, en une fraction de seconde, à la mauvaise humeur? Ou l'inverse, une prise de conscience. Donc, toute cette belle mécanique intérieure, ma mère, c'est mon premier cobaye. Je trouvais ça super intéressant. Donc, je lui avais donné des phrases et puis, bon, elle s'est sortie de sa misère. Et là, elle a rencontré un mec. Hein, ça a été son deuxième mari. Et c'est là qu'elle voulait déménager. Puis moi, à 15 ans, j'ai dit non, je ne déménage pas avec vous. Et c'est là que je me suis retrouvé en appartement avec cette personne d'une façon très, très, très spirituelle. Et là, je me suis mis à parcourir toutes les choses qui pouvaient m'apporter une raison d'être. Puis éventuellement, tu as passé de la spiritualité, des livres spirituels, vers peut-être quelque chose de plus l'histoire, ou à quel moment est-ce que tu as, peut-être à travers tes études, que tu as développé un intérêt pour l'histoire? Pour moi, la spiritualité, c'est une histoire. Parce que autant je suis allé voir les Krishna, les bouddhistes, les raéliens, les évangélistes, je les ai toutes faites. Puis j'ai toute une histoire dans chacun d'une. Juste pour te donner une idée, j'avais à peine 23, 24 ans, j'étais célibataire, puis là, j'ai trouvé un temple de Sai Baba. Sai Baba, si on fait une recherche, c'est un avatar en Inde. Autant qu'il y a des controverses, mais c'est un avatar, il fait des miracles. Il y a des bons livres vraiment profonds sur la spiritualité, puis d'une façon très, très bien écrite. Je trouve un temple de Sai Baba. Wow! Ce que j'ai fait, et là, je me suis dit, je vais aller à leur jam. Et j'arrive là-bas. J'entre dans la place et en entrant, je m'étais dit, wow, c'est sûr qu'ils vont me faire enlever mes bottes, je vais emmener mes souliers. Et là, non, il faut se mettre nu-pied. J'entre et je m'assois
Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a probablement 7, 8, 9, 10 femmes qui me regardent, qui se tournent la tête pour me regarder. J'ai pas cliqué. 3 secondes, 4 secondes après, il y a une main ferme sur mon épaule gauche. Il dit « Monsieur, vous êtes sur le côté des femmes. » Mais t'as manqué ta vocation, dans le fond. Tu devrais peut-être avoir travaillé comme dans la théologie ou l'anthropologie, ou est-ce que tu sens que t'as manqué peut-être ta vocation à un certain niveau dans ce sens-là? Non, parce que faire un métier, ce que l'on aime, des fois, c'est pas pareil. Et la première des choses, l'anthropologie, bon, on peut s'intéresser et avoir une bonne connaissance de l'anthropologie, les civilisations anciennes. Donc, on peut s'intéresser à ça sans toutefois en faire un métier, parce que, selon moi, l'anthropologie, c'est pas ce qui amène un succès. Lorsque j'étais jeune, je me souviens, là, je sortais de l'école, puis je courais pour être le premier arrivé devant le réfrigérateur parce qu'il n'y avait rien à bouffer. Et je me souviens, une fois, je me suis battu avec ma sœur devant le réfrigérateur et je lui ai cédé la nourriture qui datait de la veille ou 2 jours avant. Je suis allé dans ma chambre et je me disais, un jour, je vais être riche. Riche. Mais à cet âge-là, on ne sait pas c'est quoi la richesse. Ouais. On veut être riche, pourquoi? Parce qu'on veut manger. On veut bien manger. Et à Saint-Henri, dans ce temps-là, les vols qu'on faisait, on ne volait pas à une banque. Un billet, moi, je ne connaissais pas c'était quoi un billet. Lorsqu'un camion de flamenco, le poulet, qui se stationnait à l'arrêt d'IGA, puis il rentrait, nous, on sortait, là, on allait dévaliser le camion flamenco. On volait de la nourriture. Non, mais tout ça tu dis que ça apporte pas le succès, mais je veux dire, ça a sans aucun doute contribué à ton succès. Tu t'en es servi de ton instinct, ton intérêt pour l'anthropologie, de la spiritualité, ça a quand même contribué à ta compréhension de la société, puis ça l'a aidé justement à tes projets d'entreprise. Puis, En fait, je pense que c'est le lieu où je suis né qui a aidé à tout ça, la pauvreté, ainsi de suite. Mais j'ai une histoire parce que lorsque j'avais à peine 24 ans, j'avais un projet. C'était mon projet aujourd'hui qui était We Rose. Je ne savais pas comment c'était pour s'appeler. Et j'ai écrit un manuel qui était le régime mental. Bon, j'avais fait toutes mes lectures et je me disais qu'une personne qui veut nécessairement réussir doit s'enlever les tâches à l'inconscient. J'appelle ça des tâches en psychologie salon parce qu'on a des habitudes, on a des peurs, on a des craintes, on a toutes sortes de choses de la façon dont nous avons été éduqués. Donc, j'ai écrit un manuel. Et à la fin de ce manuel, je passe très rapidement, j'avais écrit mes rêves. Et dans la fin de ce manuel, il était écrit le projet We Rose, sans savoir quoi que c'était. Et j'avais 24 ans. J'avais seulement 10 000 $ en banque. Et j'étais allé voir une firme de marketing. Je leur avais expliqué mon projet. Ils se sont foutus de ma gueule. Je suis arrivé à l'appartement à Verdun et j'ai pleuré. Et je me disais, mais pourquoi tu as cette putain d'idée dans la tête de vouloir faire un projet qui peut apporter des changements? Mais pourquoi, Alain, pourquoi? Une intuition me dit, peu importe, m'a dit ou me guidait, OK, lance-toi dans la rénovation. Je voulais rien savoir de la rénovation. Je n'étais pas allergique à la poussière, mais je déteste. Bon, c'est plus pareil aujourd'hui, c'est pas que je déteste, c'est que je manipule bien l'immobilier. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé dans l'immobilier la rénovation. Rénovation de 50, 100 unités, les gros projets. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque j'étais à Cancun, mon histoire se referme dans une boucle, je me disais, Alain, qu'est-ce que tu attends? Tu as fait l'immobilier, maintenant, tu n'as plus de raison. Tu n'as plus de raison pour ne pas le faire. Tu étais avant-gardiste, tu l'avais déjà pressenti qu'il y avait ce mouvement-là social, entrepreneurial qui se préparait. Tu avais anticipé ça. Les personnes chez qui tu étais allé cogner, eux, n'avaient pas nécessairement cette vision-là. Fait qu'éventuellement, tu as vu que le temps est arrivé pour toi de faire un move dans ce sens-là. Ma perception, autant que j'aime les écritures de Nostradamus, autant que je crois à pas je crois, mais l'être humain a son histoire. Puis les astres ont ces histoires aussi. Hein. Il y en a 12 astres, peu importe. Mais nous arrivons dans un changement, dans des prises de conscience qui doit se faire et doit avoir lieu.
ce que nous faisons aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui va être bénéfice, qui va avoir un bénéfice, excuse-moi, sur nos petits-enfants. Mais eux, si on ne le fait pas, nous, ils vont se poser la question, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un non-retour. Et ce non-retour, selon David Suzuki, il est bientôt. Bon, on est déjà là. Dans le fond, à chaque mois d'août, je pense qu'on a atteint le quota de consommation, puis on a... Et ça, maintenant, c'est le mois d'août, mais avant, c'était avant. Ça, c'est selon le rapport de Planète. Il y en a plusieurs qui le disent, là. Selon le rapport de Planète, j'ai lu le 2012, je ne me souviens pas lesquels, je les ai quasiment tous feuilletés. Ben oui, on emprunte tout ce que l'on extrait de la Terre, on l'emprunte à partir du mois d'août, sur l'année qui vient. Mais à un moment donné, vous savez, on dit qu'en 2022, on a besoin d'une deuxième planète pour vivre. La surpopulation, là, c'est un sérieux problème. Mais on fait quoi? On continue. Il y a plein de choses que l'on fait et on ne se rend pas compte. Pourquoi? On est des consommateurs. On est des consommateurs. Il faut suivre le train, il faut respecter le statu quo. Si le boom, il y a deux choses que, d'après moi, qui drivent l'être humain, la nécessité et l'urgence. Si tu as le feu au derrière, tu sais quoi? J'ai même pas à te demander si tu vas te lever, tu vas sauter de ton siège. Ça brûle. Tu fais quoi? Tu bouges. Donc, ouais, mais là, on est plus des grenouilles dans de l'eau qui est en train de bouillir. Là. Ben oui, mais donc, We Rose est une prise de conscience, et puis, pour que l'on puisse avoir la possibilité de s'exprimer, la possibilité de mettre en ligne des actions collectives qui vont au-delà de la pétition. Vous savez, la pétition, il y a un marché vraiment pour la pétition. Mais ça ne me satisfait pas, la pétition. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis qu'il est temps de passer à autre chose. Et pourquoi? Lorsque je travaillais avec LG2, qui est une grosse compagnie de marketing, je leur ai dit ceci: je ne veux pas que vous utilisiez le mot changement. Et là, ils étaient 8-9 autour de la table, tous des spécialistes d'ailleurs. Il me dit: mais qu'est-ce que tu veux que l'on dise, Alain? J'ai dit: écoutez, je vais vous dire d'une façon un peu ésotérique, le mouvement dans le silence. Et là, tout le monde me regardait. Vous savez ce que ça veut dire? Là, tout le monde ouvre les yeux. Ça veut dire: ferme ta gueule et bouge. C'est ça que ça veut dire. Le mot changement a été dilué par l'inaction des gens. Puis j'ai dit, lorsque les campagnes de politiques inscrites sur leur caravane, changement, non, ouais, on est mort. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, lorsqu'on dit le mot changement, je dis, croyez-vous que We Rose va survivre si on dit qu'on va apporter des changements? Et c'est pour ça que je dis toujours, pour moi, le changement est dans l'action. Bouge ton putain de derrière, excusez-moi ce que je veux dire. Bouge ton putain de derrière, c'est tout. Et pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin de dire, hey, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin de poser la question. On voit que tu agis. Le changement est dans l'action. Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin humain de se faire servir, de s'asseoir sur ses lauriers, admettons un junk food, un restaurant, où on a toujours ce besoin-là d'avoir quelqu'un qui va venir nous servir puis nous offrir une espèce de confort. On a besoin de ça, comme biologiquement l'être humain. Je trouve que c'est dommage parce qu'on s'assied sur nos lauriers puis on oublie de prendre action, on oublie de se lever. Puis comme on mentionnait les Grecs tantôt, mais les citoyens prenaient la démocratie comme un devoir social, devaient aller prêter leur voix à la discussion. Ils ne restaient pas chez eux à écouter la TV ou à rien foutre. Là. Je pense que l'être humain, c'est mon opinion, tout ce que l'on peut lui apporter pour qu'il se crée une habitude, et l'habitude s'est installée dans beaucoup de choses dans notre société. Et lorsqu'on change ces mécanismes, la majorité des gens, ils sont ancrés dans des habitudes au quotidien. Selon moi, c'est un faible chez l'humain d'avoir ces habitudes, le confort. Et selon moi, tous les gens et toutes les solutions au point de vue de la science, au point de vue... Écoute, c'est pas rare qu'on pose la question à des gens, est-ce que vous êtes au courant, ça, les enjeux? Les gens vont dire oui. La majorité vont dire, ah ben oui. Tout le monde en entend parler des enjeux. Ça va bouillir la marmite bientôt. Mais pourquoi on ne bouge pas si on le sait?
On n'a pas le Parce temps. qu'ils On n'a sont- pas le temps. Moi, je reviens le soir, j'arrive chez nous, je Voilà. suis fatigué. Ça me tente pas nécessairement d'aller écouter des reportages, des documentaires. Ça me tente pas d'aller dehors puis aller piqueter, amener un panneau puis aller protester contre je sais pas quelle cause. C'est fatigant de travailler 9 à 5. Puis qu'est-ce que je fais le soir? Moi, je me repose, je veux écouter la TV, je veux relaxer. Moi, personnellement, c'est pas ça que je fais. Là. J'ai pas de TV ici, puis je m'informe, puis je peins, puis je dessine, puis je crée. Ça, c'est mon mantra, là, mais il y en a beaucoup qui sont dans un train-train quotidien qui est complètement accaparant, puis ils laissent faire ça. Exact, la classe ouvrière n'a exact. pas le temps de t'informer. Là. Nous sommes trop préoccupés par notre quotidien, par nos habitudes. Et les changer. Vous savez, je regardais sur Facebook la semaine passée, et puis il y a quelqu'un qui disait « On boycotte une pétrolière ». C'est une vidéo qui a été virale, 1 million de vues. J'ai écrit à la personne, j'ai dit « J'aimerais ça que tu puisses venir faire ta campagne sur WeRose. De cette façon, tu vas pouvoir entretenir les gens qui viennent, mise à jour, les motiver, mettre des documents, ainsi de suite. » Il m'a écrit « Regarde à combien de vues que je suis rendu. » Après, il me réécrit « Demain, je vais être rendu 1 million de vues. » Et moi, je lui écris « Si tu veux qu'il y ait des gens à telle date qui boycottent, ben, d'après moi, c'est ce qui est plus important. » Et pourquoi je dis ça? Combien de personnes sont appelées à agir? Et combien est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Donc, on a la connaissance de ce que... On a l'ambition de vouloir changer. Mais pourquoi que l'on n'agit pas? Et pourquoi je te donne l'exemple du mec qui était sur Facebook? Parce qu'effectivement, excuse-moi, mais c'est mon opinion, les gens trippent. Ah, c'est rendu 1 million. Attends, c'est pas le million qui compte. Moi, j'ai déjà vu des associations qui ont dit sur le web, ça a été un succès. Nous avons eu X nombre de personnes. Puis moi, je dis, attends, c'est quoi le succès? On a réussi à sensibiliser les gens. Ouais, OK. Ils retournent à la maison, non seulement ils sortent dehors, et puis la sensibilisation est partie. Autrement dit, le changement est dans l'action. On a cette connaissance, on est au fait des problématiques. Faut agir. Moi, le tangible. Moi, j'aimais beaucoup le Printemps érable à Montréal 2012. Jean Charest, moi, je le voulais plus au gouvernement. Je voulais vraiment quelqu'un qui était respectueux de l'éducation. Je veux dire, l'éducation, c'est un investissement. Là. Donc, justement, les marches qu'on a faites, moi, j'étais là avec l'Agostina, les casseroles, j'ai frappé, j'ai adoré faire ça. C'est sûr que moi, quand ça commençait le tabac commençait vers la fin, que les policiers commençaient à frapper sur les étudiants, ça, c'est certain que je me suis éloigné de ça. Mais moi, je suivais de près avec Radio étudiante. Ah oui? C'était bien de voir leur kit, un gros pack-sac à l'arrière, là, puis ils filmaient en direct sur la radio étudiante. Ça, c'était CKUT, CISM, probablement d'autres radios. Est-ce que c'était ça? Je ne me souviens pas. CISM, CKUT, surtout, eux autres sont toujours très engagés. C'est Radio McGill, je crois. Puis eux étaient là sur le terrain. Puis je pense même qu'ils se sont fait détruire un peu de leur équipement par les policiers. Là. Si je me trompe pas, je ne veux pas dire des faussetés, là, mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est produit. Là. Mais tu vois, le printemps érable, c'est une démonstration d'un écœurette aigu. Il s'est mélangé toutes sortes de casseroles là-dedans. Là. C'était un écœurette aigu. C'est un processus démocratique qui fonctionne parce que Jean Charest, finalement, pour ceux qui ne le savent pas, est sorti pas longtemps après. Là. Exact. Mais je pense que la société est rendue à ce point de vouloir changer. La seule chose, ce n'est pas facile par rapport à nos habitudes, notre quotidien. Mais lorsque l'urgence va se faire davantage sentir, David Suzuki l'a dit, il nous reste une petite fenêtre, small window. Lorsqu'il va nous rester un hublot, peut-être que là, les gens vont plus... Je ne dis pas qu'ils n'agissent pas en ce moment. Il y a vraiment une communauté d'activistes à travers le monde. La preuve, c'est que WeRose fonctionne bien. Mais il reste que il y a une volonté. Il faut que la majorité... En fait, ce qu'il faut, c'est un effet de bascule. C'est dans les livres de marketing, dans les livres de révolution. Et lorsqu'on va chercher les initiés, la petite masse, ben, il y a risque d'avoir un effet de bascule.
Ça, dans le fond, l'objectif, c'est d'aller chercher assez de gens pour créer un hype, entre guillemets, excusez-moi l'anglicisme, là, mais pour que, je sais pas si je me trompe, mais pour briser la barrière des filtres médiatiques ou les grandes corporations qui contrôlent les médias pour accéder à la conscience populaire, Bien pour sûr. accéder à ceux qui écoutent la TV. Parce que ces mouvements-là sont principalement sont présentés par le web, dans le fond. Je sais Absolument. pas si We Rose, à quel niveau, tu me mentionnais tantôt que tu parlais avec Mario Dumont, fait que dans le fond, tu as brisé la barrière pour accéder à la conscience populaire à quelque part. Là. On parlait, entre autres, bien sûr, des trop-perçus d'Hydro-Québec, mais effectivement, le web, ça nous permet de rejoindre tant de pays. On est dans 226 pays présentement. C'est incroyable. C'est incroyable, 226 pays. Mais revenons... Imagine s'il n'y avait pas eu de web. Imagine s'il n'y avait pas eu de web. D'ailleurs, il ne faut pas se cacher, là. C'est pour ça qu'ils resserrent le contrôle, le contrôle. Parce que lorsqu'une société... Qu'est-ce qui va se passer en ce moment là, avec justement le contrôle sur le web, comme tu mentionnes, les Américains, c'est le FCC, je crois, qui veulent vraiment contrôler le web là, en ce moment. Moi, ça m'inquiète vraiment parce que pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, là, s'ils contrôlent le web, notre façon de communiquer entre nous présentement qui nous donne la force ne sera plus là. Puis ça va être un web encore pire que juste un web à deux vitesses. Là. Ça va être vraiment quelque chose qui va devenir le flux principal d'entertainment, entre guillemets. De mon opinion, lorsqu'on va chercher une masse critique, il peut avoir effet de bascule dans une société, ça, tous nos gouvernements le savent, mais c'est parce qu'on appelle ça un problème d'État. Lorsqu'on n'est pas capable, lorsqu'une idée se met, imaginez si Facebook commencerait à faire de la revendication, le feu pognerait. Donc, c'est impensable d'y penser. Donc, c'est pour ça qu'un certain pourcentage, pour avoir un effet de bascule, une masse majeure partie qui font partie d'un mouvement, quoi que ce soit, bon, on appelle ça un problème d'État. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est plus capable ou en mesure d'orienter quelque chose dans un État, bon, on appelle ça un problème d'État. Donc, on fait quoi pour bien contrôler une société? Ouais, c'est les médias, c'est l'entertainment, c'est les proposer des valeurs, c'est proposer des façons de faire, puis c'est d'inculquer une méthode pour mieux se fondre dans le moule, puis dans le statu quo, puis de promouvoir le statu quo, puis rien changer. Puis... Exact. Imaginons si tous les citoyens, citoyennes étaient d'accord avec un truc. On va dire ça va pas bien demain. Ben, c'est pour ça qu'on investit. C'est pour ça qu'aux États-Unis, tu sors de ton université puis tu dois un 400 000 $ de dette pour tes études puis que tu ne trouves pas une job. Puis dans le fond, ça fait l'affaire au gouvernement que les gens sont un peu abrutis puis ne soient pas trop en quête intellectuelle. Là. Omar Akhtouf, à l'université, il en parle. Hein. Je pense qu'il a fait un livre, je ne sais pas s'il parle des bipèdes. Il dit très bien les programmes qui sont à l'université. Ils nous apprennent à manager entre ça et ça. Mais lorsqu'on arrive dans la vraie vie ou autre chose à faire que ce que nous avons appris, on fait quoi? Et ce qui a été mis en place, d'ailleurs, il y a des bonnes vidéos, Omar Akhtouf. Ah, je vais aller voir ça. Omar Akhtouf. Mondialisation. Incroyable. Si vous voulez écouter vraiment qu'est-ce qui se produit dans la mondialisation, je pense qu'Omar Akhtouf est l'une des personnes, professeurs, qui peut synthétiser puis vraiment vulgariser la situation. Ah, bon, je vais aller voir ça. Ce que j'aime, à titre d'exemple, je me souviens plus, mais il disait que les 5 salaires ou les 4 salaires des plus grands présidents aux États-Unis équivaut à X nombre d'années de salaire béninois, éthiopien, je pense que c'est 200 000 ans de salaire moyen éthiopien, puis ainsi de suite. Là, mon Dieu. On est complètement déséquilibré. Là. On est vraiment plus à la bonne ligne. Ça, c'est l'objectif d'une vie, c'est de faire autant d'argent puis d'avoir son yacht de 50 pieds avec un autre yacht qui peut se garer à l'intérieur. Là, je veux dire, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Un autre de 40 pieds. Ouais. Mais We Roll, c'est ça. C'est une réflexion. Puis, ce qui est intéressant, si je peux parler de We Roll, c'est que dans les actions que l'on propose, ce sont des actions qui sont attitrées à différents niveaux d'engagement. Lorsqu'on parle d'une pétition, il y a un bouton pétition. On peut faire une campagne avec une pétition, autant avec un boycott et autant avec autre action. Donc, dans ces campagnes, on retrouve plusieurs genres d'actions. Et pourquoi?
Pourquoi on a fait ça? Parce que justement, la pétition correspond à un segment de comportement d'activisme, de militantisme. Tandis que si on se disait, si on ajoute d'autres actions que l'on peut faire à même cette campagne, on va aller chercher d'autres genres de personnes, genres d'activistes. Parce qu'il n'est pas rare, lorsqu'une personne fait une campagne, ils activent le boycott, on leur écrit « Activez donc l'action pétition ». Souvent, ils refusent. Souvent. Pourquoi? Parce qu'ils disent « ça vaut pas de la merde ». Et vice-versa, celui qui va activer la pétition, souvent, si tu lui dis on va faire une manif ou un boycott, on dit non, on reste dans la pétition. Juste sensibiliser. Donc, le côté d'engagement pour changer ce monde n'est pas au même niveau pour chaque personne. Tout à l'heure, c'est vrai ce que tu disais, on est occupé, j'arrive le matin, je quitte le matin, j'arrive le soir de travailler, je suis fatigué. Mais juste dans ton comportement quotidien, dans ce que tu consommes au quotidien, aussi bête, hein? Moi, je me suis aperçu, je me brossais les dents, là. Je laissais l'eau couler. J'allais pourquoi tu laisses l'eau couler? Ferme l'eau. Les habitudes de vie. Les habitudes de vie. Jeter le plastique, puis plein de choses comme ça. Ben, il y a une corrélation à faire exactement aussi avec ton salaire. Je veux dire, ton salaire provient de où? Est-ce que ton salaire, c'est une entreprise qui a été commanditée par le gouvernement actuel? Est-ce que toi, tu vas aller justement te lever contre certaines habitudes du gouvernement ou tu vas juste fermer ta gueule parce que si tu commences à te lever, mais ma job est en péril, mes vocations professionnelles... J'aimerais avoir un salaire, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Pourquoi? Parce qu'on est déficitaire depuis X nombre d'années. Et il n'y a pas de secret, là. Dans ce projet-là, j'ai réussi à attirer quelques investisseurs. On appelle ça du love money, des gens qui croient au projet, en moi. Mais le reste, ça vient de mes économies. Et jusqu'à date, il n'y a aucun argent qui rentre dans cette plateforme. Rien. On va commencer à monétiser au mois de décembre, le mois prochain. On va commencer pour les prochains mois. Mais non, il n'y a pas de salaire depuis ce temps-là. Il n'y a pas de salaire. Comment vous allez faire? Vous n'aurez pas une section boutique avec des t-shirts We Rose et puis des tasses We Rose? Non. On espère à un moment donné pour que les gens qui sont amoureux de la marque, bien sûr, on va avoir des t-shirts. On va peut-être pas des t-shirts, des choses plus originales. Là. Une marque, pas une marque. Moi, j'en veux un t-shirt We Rose. Je vais t'en donner un. Je vais le porter fièrement au prochain épisode, c'est certain. Parfait, je vais t'en donner un. Mais on va demander, première chose, on va demander des contributions. Parce que il y a des gens probablement qui trouvent qu'on fait un bon travail et puis qui s'aperçoivent qu'on fait changer les choses, et surtout au Québec avec le recours collectif. On encourage, on est là pour propager. Donc, on demande des contributions. Et de l'autre côté, on va demander aux gens de donner de l'argent pour qu'on puisse parrainer une campagne. Donc, si les gens donnent 5 $, nous, ce qu'on va faire, ou 20 $ ou 50 $, on va prendre le 50 $, puis on va le mettre sur les réseaux pour justement amener plus de personnes à la campagne. Et ça va couper nos frais de dépenses, marketing, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'on va commencer. Et il va y avoir aussi les associations qui vont s'ajouter, ainsi que des campagnes de sociofinancement que l'on va pouvoir faire à travers We Rose. Parce que là, il n'y a pas de template de ça. Là. Non. C'est tout. Il y a des méthodes qui existent depuis longtemps, mais en gros, c'est tout ça, c'est nouveau. Là. C'est des nouvelles façons faut s'ajuster rapidement. Toi, tu dois t'ajuster, tu dois voir, OK, ça marche pas, OK, on essaie autre chose. C'est une nouvelle plateforme qui n'est pas nécessairement... Il n'y a pas un template là, qui te dit comment le faire. Là. Premièrement, chaque pays agit à sa façon, d'une façon différente. Et ils ont leur façon de comprendre d'une façon différente. Garanti. C'est garanti, puis c'est même frappant des fois de voir que d'un pays, on interprète ça comme ça et de l'autre d'une autre façon. Ils n'agissent pas de la même façon d'ailleurs. Exemple, à titre d'exemple, le boycott en France n'étant pas reconnu, effectivement, heureusement que e-boycott a bien développé son marché par rapport au boycott, mais avant ça, personne connaissait, non pas connaître, mais pratiquait le boycott. Donc voilà, on va offrir plusieurs possibilités de financer la plateforme. C'est vraiment un très, très beau site. Allez voir ça, là, werose.com, absolument. Puis prenez action, prenez part.
je sais que c'est difficile. Moi, je veux dire, c'est un investissement. C'est un investissement social, c'est un investissement à s'informer, à partager, à prendre action, à rejoindre des gens, à communiquer. Heureusement qu'on est dans l'époque de communication, puis qu'on peut s'informer, puis qu'on puisse avoir accès à Internet, puis à parler, puis à échanger avec des gens, voir comment qu'eux font, puis échanger des idées, puis c'est un peu utopique, mais je veux dire, la technologie est là, puis on peut le faire, là. C'est vraiment, on est à une époque incroyable. En même temps, on est sur le bord d'un précipice, puis en même temps, on est sur le bord d'un niveau, Vous savez, d'une percée incroyable technologique. C'est comme la question que Jean Charest a posée lorsqu'il était dans la crise. Il n'a pas posé la bonne question. Et c'est pour ça que, majoritairement, je me souviens, il avait fait des sondages. Et puis, c'est pour ça, à ce moment-là, que la crise n'avait pas terminé, parce que la majorité, bien sûr, les étudiants bloquaient pont, là, ça fâchait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le désir est là de vouloir changer. Mais de quelle façon? De quelle façon appréhender ce changement? C'est autre chose. Donc, c'est pareil. Si on demande aux gens sur la rue, est-ce que vous désirez que le monde change? Tout le monde va dire oui. Quelle façon? À l'instant. Ben, on veut pas une révolution. On veut pas. Moi, je refuse que ce soit une façon de faire qui s'apparente ou qui ressemblerait à la Révolution française, aussi qu'il y a eu une utilisation un peu exagérée de la guillotine. Là. Il y a moyen d'avoir une révolution intellectuelle, technologique qui est faite dans la paix et qui ne va pas causer d'ennui. Les entreprises, on ne veut pas un changement radical. On ne veut pas que les pétrolières ferment et que tout le monde perde leur travail. On veut une transition. Exact. Lentement, mais sûrement. Là. D'ailleurs, le mot révolution, il fait peur. Mais lorsqu'on regarde la révolution tranquille, la révolution industrielle, ce sont tous des révolutions qui ont apporté le changement. Et pourquoi pas une révolution de comportement? Une révolution de comportement. Lorsqu'on va être conscientisé de tout ce que l'on fait à cette planète, pareil comme David disait, peut-être qu'on va porter plus attention. D'ailleurs, il expliquait, la première chose, c'est l'air. L'air. Bordel. Non, tu sors dehors puis tu respires je sais pas quoi, puis les cancers présentement ou l'Asperger ou toutes ces maladies-là, il y en a certaines maladies qui justement aussi les maladies de dégénérescence du cerveau, c'est causé par l'air que tu respires. Tu vas dans une métropole puis tu respires. En Chine, en Inde, en ce moment, c'est épouvantable. Incroyable. On respire ça. Là. Mais qui a causé ces choses? Les habitudes. Voilà, j'aime bien le mot. Ouais. Habitude. Proposées par les gouvernements et les corporations qui veulent qu'on achète. Là. Selon moi. Là. Je suis pas la science infuse. Là. Ça, c'est moi, ma compréhension de la chose. Là. Mais tu vois, est-ce qu'ils veulent qu'on achète? Ils ont un travail, ils ont une ambition capitaliste, bien sûr, de faire runner une entreprise. Tu sais, un président qui ne respecte pas ses projections, il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps. En principe, t'es le capitaine, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis il faut arriver au bon port. Si on n'arrive pas au bon port, on change. C'est ça notre société d'aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mais on est là pour changer. On a des gens comme toi puis qui font des trucs concrets puis qui prennent action. Puis félicitations en tout cas pour We Rose. Moi, je suis... c'est incroyable comme site. Puis tout ce qui est fait, moi, je vais... j'ai l'occasion de le promouvoir à travers mes pages Facebook. Là. Je ne suis pas nécessairement prêt à mentionner quelle page. Là. J'ai certaines pages en ce moment que placeauchangement.info ou Place au changement sur Facebook, là, ceux qui veulent aller voir, mais c'est à petite échelle comparativement à tout ce que tu fais avec We Rose. Là. Mais c'est certain que j'en parle à travers mes pages. Puis, il faut comprendre une chose que We Rose, j'ai mon opinion. Bien sûr, je pense que je l'ai assez révélé tout à l'heure. Mais We Rose n'est pas là pour juger, non pas de la pertinence ou pas, d'une campagne ou pas. Et pourquoi? Parce qu'on est là pour propulser les campagnes des personnes. Donc, on ne peut pas prendre parti pris de l'une moins que l'autre. C'est sûr que dans toutes les campagnes, il y en a qui viennent me chercher personnellement, que je crois personnellement, bien sûr. Et autant qu'il y en a qui
m'allument pas, mais qui deviennent aussi populaires. Donc, Hydro-Québec, c'est des trop perçus. La fonctionnalité de We Rose, telle que j'ai dit à la conférence de presse, on est là pour aider, apporter des soutiens techniques, communication, à savoir comment est-ce que la campagne doit se dérouler ou se développer. Et c'est ce que nous avons fait. Et lorsqu'on regarde le parcours de cette campagne de la Coalition Peuple Allumé, très intéressant, ils ont commencé par une pétition. Elle n'est pas encore déposée d'ailleurs. Par la suite, ils ont fait une action vraiment médiatisée pour que l'ensemble des Québécois et Québécoises puissent prendre connaissance des trop-perçus. En faisant quoi? En donnant une mise en demeure par une conférence de presse, mise en demeure de 1,4 milliard au gouvernement. Et ils ont mandaté un huissier. Ils ont filmé, d'ailleurs, les médias. Ils ont donné la mise en demeure à un huissier pour qu'il soit mandaté d'aller la porter au gouvernement. 10 jours après, silence total. Le gouvernement, bien sûr, n'a pas répondu. Et après ça, la Coalition Peuple Allumé a fait un sondage sur We Rose à tous sa communauté, parce qu'il y a vraiment une communauté qui s'est développée autour. Ils vont faire des activités bien prochainement. Et ils ont voté pour une action légale. Et c'est pour ça que We Rose, bien sûr, a aidé à chercher une boîte d'avocats spécialisés en énergie pour justement amener ce recours collectif qui a été déposé au grand public. Donc, on fait... Donc, chaque projet amène une façon de voir, OK, eux ont fait ça, il manquait ça comme option sur le site. Peut-être qu'on pourrait rajouter ça pour informer les gens comment... Exact. C'est un peu du e-learning à quelque part, ou est-ce qu'il y a une facette e-learning où c'est que vous faites ça de cette manière-là? On vous propose de... Pas encore. On va le faire prochainement, bien sûr, parce que c'est du développement vidéo. Mais à titre d'exemple, il y avait une personne, elle a écrit un plan très bien composé, très bien fait. Elle indique qu'elle veut faire une manifestation dans 20 pays dans 6 mois. Wow. Oh, attendez. Donc, on intervient. Pourquoi? Parce que notre but, c'est justement que les campagnes se réalisent. Et puis, on a modifié le plan avec cette personne. On l'a aidé à ce que ça soit réaliste, atteignable, logique. Et des fois, il y a des gens qui écrivent certaines revendications, campagnes. Il y a trop de mots, là. Ouais. Un peu difficile à comprendre. Donc, synthétiser, c'est vraiment l'appui et l'aide que nous apportons aux gens qui vont déposer une campagne. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs mails après la campagne d'Hydro-Québec. On parle de la Beauce, un monopole sur les trucs de câbleau distribution. Une autre personne qui parle d'un recours collectif justement pour les heures supplémentaires des employés qui ne sont souvent pas payés. Ah, il y a plein de... C'est un peu comme du open source, hein? C'est comme les nouvelles méthodologies entrepreneuriales. Il y a l'idée de justement le open source aussi, que c'est un peu ça, parce que vous proposez un code, entre guillemets, fonctionnel, mais les gens peuvent rajouter des codes à ce code-là. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le visualiser, un peu l'idée du open source. Là. Si on peut dire, parce que la fonctionnalité autre, ça n'a rien à voir avec la programmation, là, mais la fonctionnalité autre peut faire en sorte que tu peux ajouter n'importe quelle action que tu désires. Donc, la mise en demeure, c'est tout nouveau. Là. Ainsi que le recours collectif, c'est du jamais vu, un réseau social. Mais attendez, l'action qui s'en vient va faire 2 fois plus d'éclat médiatique. Les élections s'en viennent. Donc, il va y avoir un bouton engagement électoral. Pas promesse. Ah oui, engagement. Engagement. Une promesse, ça se noie dans l'eau. Là. T'essaies de noyer un poisson dans l'eau, ça ne marche pas. Engagement électoral. Ça promet. Parce que oui, les élections s'en viennent. Et c'est ce que la coalition veut. Un engagement électoral. Et je suis persuadé qu'après qu'Hydro-Québec fasse un engagement électoral, tout le monde va en parler, bien sûr. On va convoquer les chefs des partis. Ils ne viendront pas. En tout cas, on a tout un plan. Il va y avoir plusieurs campagnes avec des engagements électoraux lorsqu'il va avoir lieu des élections. Oui, parce que les politiciens, nous autres, on cherche à ce qu'ils soient redevants, ou pas redevants, mais qui...
de respecter notre vote. Oui. Moi, lorsque je fais une promesse à mon voisin, il ne m'oublie pas. Lorsque je la fais à ma femme, elle ne m'oubliera jamais. Mais ça doit être stressant. J'ai voté pour toi. Oui, c'est ça. Ben, on vote pour eux, mais ça doit être assez accaparant. Psychologiquement, ça doit être stressant d'être politicien, d'avoir tous ces gens-là qui veulent quelque chose, puis aussi l'argent qui a été injecté dans des campagnes de politique pour être élu. Mais après ça, les politiciens vont aller ouvrir la porte à ceux qui ont donné le plus d'argent. Puis on en parlait tantôt, les gros argents, c'est ça qui motive la politique, là. Je ne vais pas m'aventurer sur la politique, mais il reste que ça doit être stressant, bien sûr, assurément. Mais chose certaine, je crois fermement jusqu'au profond de mes tripes que le changement attendu ne passera pas par la politique traditionnelle. Assuré. C'est les mouvements grassroots, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Absolument. C'est les mouvements citoyens, c'est vraiment... il y avait une statistique que j'ai vue, je me souviens plus exactement où, mais qui disent que justement les actions citoyennes, les trucs comme We Rose, c'est les TED Talks, je pense que c'est sur TED Talk qu'il avait fait cette statistique-là, où on est dans une époque où il y a le plus de mouvements citoyens qu'il y a eu... que jamais eu, exactement. Ouais. Comme il y a plus de consommation, plus de psychotropes, prescrit, plus de dépression, plus de ci, plus de ça, plus de pollution. Ça n'arrête pas. Ça ne fait que... Oui, on est fâché, là. On veut changer, là. On est tanné de se faire dire quoi consommer, puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, puis de juste continuer à promouvoir ce statu quo-là qui finalement est en train de détruire l'environnement, puis on veut prendre action. En tout cas, moi, depuis 2004, j'écoute des documentaires au moins à chaque jour, puis... C'est évident pour moi. Là, j'ai l'impression que toi et moi, on est dans la même position par rapport à ça. Là, l'environnement, sans environnement, on est foutu. Là. C'est maintenant ou jamais. Là. Écoute, David, sans l'air, on fait quoi? Ouais. Sans l'air. Lorsqu'on va respirer avec une paille dans un sac. Ben, tu pourrais aller essayer de rencontrer David ou peut-être sa fille. Je pense que c'est sa fille qui a pris la relève. Je sais pas. Maintenant qu'il est trop âgé, je pense que c'est sa fille. Je ne suivais pas David Suzuki. Et non pas par hasard, mais dans le congrès que je suis allé pour les associations, il était l'un des invités. J'ai vraiment, vraiment adoré. D'ailleurs, avec regret de ne pas le connaître davantage puis de ne pas l'avoir suivi. C'est ce que je vais faire prochainement, écouter probablement beaucoup plus de documentaires et d'opinions et de livres. Oui, c'est ça, les valeurs qu'on mentionnait tantôt qui manquent, les traditions, puis les valeurs, c'est justement le respect des aînés. Ça, c'est quelque chose qui manque, là, qu'il ne faut pas oublier. Je veux dire, la valeur d'avoir des grands-parents qui sont là pour aider à l'évolution des enfants, c'est quelque chose qui manque un peu, comme avec l'individualisme. Puis tout a changé. C'est comme dans le livre de Marie-France Bazot, ça se peut-tu? Ah, oui. Elle a écrit « Qu'est-ce que le Québec a-t-il besoin? » Puis dans la page couverture, il y a une batterie avec 2 pôles là, qui prend comme un choc. Là, on va électrocuter le Québec. Et à l'intérieur, il y avait le maire, je pense que c'est du Mont-Royal, plateau Mont-Royal. Il disait qu'anciennement, les quartiers étaient faits en sorte que le dimanche, tous les gens se réunissaient à un endroit et on placotait, on échangeait. Et maintenant, ça n'existe plus. Puis c'est justement les podcasts aussi comme ça. Moi, c'est la façon de vraiment normale de parler avec quelqu'un. Là. On aurait pu le faire par Skype, mais puis merci de t'être déplacé jusqu'ici, mais je veux dire, par Skype, ça n'aurait pas donné le même résultat. Il n'y aurait pas eu le contact humain. Là. C'est important. Je pense qu'on a assez jasé. Ça fait comme un bon 2 heures. Je sais pas que... Il faut la couper. Ouais, c'est sûr, je vais couper un petit peu, là, mais en gros, c'est vraiment du bon contenu. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps, Alain Mignot, d'être passé pour me jaser au Eric Zone Podcast. J'apprécie. C'est toujours fascinant de parler avec du monde qui sont intéressés par les causes sociales, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais promouvoir avant de partir? www.werose.com. On a notre page Facebook. Là, souvent, c'est là que l'on va s'alimenter par rapport à ce que l'on fait, les activités, et ainsi de suite. Twitter, mais notre page Twitter est un peu à l'international.
Donc, lorsque l'on tweet, on a Twitter France, We Rose France, We Rose USA et We Rose Général. Et puis, dans le général, vraiment, on a des gens à travers la planète là, qui... Donc, lorsqu'on annonce une nouvelle du Québec, bien sûr, elle n'a pas la même amplitude que si on annonce sur notre page Facebook. Donc, allez voir le site de weroads.com, allez voir leur Facebook. S'il vous plaît, cliquez like, le vote démocratique, utilisez-le. Prochainement, ce qui s'en vient chez We Rose, on va démarrer des Meetup We Rose et on va lancer un appel à tous nos 227 pays, à savoir qui veut démarrer des Meetup We Rose à tous les mois. Donc, on propose le dernier jeudi de chaque mois, pour faire ces rencontres à des endroits qui vont être mentionnés. Et de quoi on va parler? Bien, des enjeux et de quelle façon que l'on doit s'y prendre pour les régler. Super. Donc, on aimerait que ces We Rose Meetups soient populaires et deviennent connus de par plusieurs villes du monde. Ça, c'est une activité qui vient, à part que le plan Hydro-Québec, la campagne Hydro-Québec qui occupe vraiment une place sur la plateforme, bien sûr. Il va y avoir l'engagement électoral, les élections s'en viennent, ainsi que à partir de février, on va lancer une campagne de sociofinancement par équité. Et probablement, on va faire plusieurs villes du Québec pour aller justement sensibiliser les gens à We Rose et investir en tant qu'actionnaire dans We Rose. Un sociofinancement par équité, c'est comme, on connaît tous Kickstarter, puis Indiegogo, puis Oui. on a l'habitude, on finance et on reçoit le gadget, un truc comme ça. Sauf que en ce moment, ce qui va avoir lieu, c'est qu'on finance quelque chose et on se mérite d'une part des actions de l'entreprise. Donc, par équité, ça veut dire que vous devenez actionnaire. Si vous donnez $500, $1,000, ils deviennent actionnaires de l'entreprise. Puis pour le recours, c'est werose.com /recours HQ, c'est ça? Recours HQ, exact. Okay. On a la raccourci www.recourshq. OK. Absolument. Ben, merci beaucoup, Alain Mignot. Merci beaucoup d'être passé au Eric Zone Podcast. J'apprécie vraiment. Puis je te souhaite bon succès dans toutes tes activités. C'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Je te souhaite bon succès. Merci beaucoup encore. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi. That's it. Après That's it, that's all. Yes. Wow. Super bien passé.